And I must confess, I still believe. Tu feras gaffe si le truc se décroche, on perd un chroniqueur. Hein. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir en ce temps de canicule. J'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Coucou! Comment ça va? J'ai extrêmement chaud! N'est-ce pas? Oui! Et pourtant on a déplacé le studio, on l'a descendu d'un étage pour ne pas être sous les Je pense combles. qu'on a perdu quelques degrés. C'est déjà pas Oui. mal. Ouais. Voilà, soyons heureux. Remercions le ciel et les personnes qui ont baissé, enfin qui ont descendu le matériel. Merci. L'homme veut des fleurs. Oui. Nous avons également Hicham, dit Ichouchou, chroniqueur animalier, intrépide. Oui. Ça. Bonjour, vous êtes Patrick Sébastien. Il y a que des potes, il y a que des potes. Merci les loulous. Comment vas-tu, Ilias? Bah, je vais très bien, merci. Et toi? Très chaud. Ah ouais, bah aussi. Et nous avons également Camille. Coucou. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, hormis le fait qu'il fait une chaleur de pute. Mais voilà. tout va très bien et je voulais te remercier d'avoir pris la peine et le temps de descendre ce C'est studio. comme ça depuis 3 heures. Voilà, vous savez pourquoi Camille est la meilleure. Y a Mais pas de, oui, y a pas de mais secret. je ne serai jamais à ton égal, chef. Bah écoute, c'est quoi? C'est moi qui te remercie. Oh non, Voilà, c'est ça moi, me fait patron, plaisir. vraiment, vraiment. Et ceci étant dit, nous avons une invitée avec nous cette semaine, qui est Léa. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Pas trop intimidée? Oh, un petit peu. Tout va bien aller. Ça va, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Léa, t'es venue pour nous parler d'un sujet, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, je rentre. Ça fait 3 semaines que je suis rentrée d'Argentine. Donc, du coup, voilà, comme j'étais déjà en bas de... T'es resté Du coup, je voulais t'es parler resté de tous combien les de temps gentils là-bas? dictateurs. J'ai fait 1 an là-bas. Ah. Voilà, il faisait si froid. Et là, il fait si Ah ouais. chaud. Je suis pas très habituée. Et tu faisais quoi là-bas par curiosité pour expliquer à nos J'ai auditeurs? fait 1 an d'échange en lettres modernes à la fac. Voilà. Et j'ai bu beaucoup d'alcool notamment. Ah. C'est quand même à noter parce que voilà. Eh ben très bien, ça a l'air vachement bien ces études. C'est un Cool. mix des deux. Bah, est-ce que tu nous racontes ça? Sur l'Argentine. Oui, sur la dictature. Ah, Très bien. On Et est voilà. Argentine. Et les empanadas, une petite virgule. Ça serait aussi bien. avant de parler des sujets, les dernières petites news, on a encore reçu plein de propositions de sujets de votre part, c'était très très cool. Absolument. On a même une personne qui nous a proposé des invités, enfin qui nous a demandé si on pouvait les contacter. Très gentil de sa part, il nous a proposé ça sur Twitter. Il nous a proposé des gens assez calés. Je vous cache pas que ça va pas être facile de les contacter. Si vous avez des contacts pour... j'ai peut-être les noms quelque part. Bah, Brad Pitt, je pense que c'est jouable. Brad m'a dit qu'il était un peu charrette en ce moment. Ouais, mais d'ici la fin de l'été peut-être. Alors, je vais vous donner les noms et puis comme ça on sera fixé. Si vous avez Des blagues à faire en attendant. Bonjour. Non, mais si vous avez des connaissances. C'est Captain Web qui est venu une fois, Non, c'est c'est fini. bon. Quoi. Alors, Attendez, voilà. je vais aller chercher sur Twitter. Alors, les personnes Hubert Reeves, Roland Lehouk, Étienne Klein, Bruce Benamran, Alexandre Astier et Michael Launay. Alors, on va pas... Alexandre Alexandre Astier. Astier. Alexandre Astier. Oh là là. Alors j'ai regardé un petit peu, les autres ont l'air très très cool aussi. Ouais, Si Astier vous- est quand même très occupé Ah bah et oui, très mais bien difficile sûr. à déloger. hein. Mais c'est clair. mais peut-être Bruce que Benamran, en revanche, ça peut peut-être l'intéresser. j'espère. Eh En ben, tout écoutez, cas, on contactera c'est ça. Bruce Oui. et puis on lui demandera s'il veut passer nous voir. Ça, Voilà. ça ne mange pas de pain, comme on dit Hubert chez nous. Reeves, perso, j'ai pas de contact. Il y a une application à part. Oui, c'est ce que j'allais faire la même blague. Non mais oh putain. mon Dieu. Excellent, Non, mais on c'est des gens- enchaîne. C'est des gens qui ont l'air très talentueux, mais on essaiera. Mais c'est une très bonne idée, bonne suggestion. On a eu des propositions de sujets également qu'on a bien évidemment notées. On a eu plein de likes, de commentaires, de partages de vos expériences. Donc c'était très très chouette. À l'heure où on enregistre, nous sommes à J-3 de mon anniversaire et j'avais demandé les 100 likes sur iTunes pour vendredi. Donc peut-être qu'on y sera. Là on a 91. Donc peut-être que nous y serons pour vendredi. On verra si vous nous aimez assez fort. Et sinon, dans tous les cas, on remercie les personnes. Bah, qui le nous- problème surtout, c'est que les gens vont écouter cet épisode Ouais. dans une semaine. Mais c'est pour ça. on Donc verra. fatalement, ce sera passé. Mais ceci étant dit, on remercie quand même très sincèrement et très chaleureusement Merci les pour les personnes... 100 likes, les gars. Non, mais les personnes Franchement, c'est cool, merci bien. les personnes qui l'ont fait jusque-là parce que c'est toujours chouette, il y a un petit message et même juste celles qui nous envoient un petit message ou qui nous citent sur Twitter,
Facebook, Instagram, parce que ça nous fait toujours chaud au cœur de se rendre compte qu'on accompagne. Quand on parle des 100, on parle des 100 fois 5 étoiles. Oui, ça serait cool. Et si on a plus, c'est cool. Non, mais on peut aller que jusqu'à 5 étoiles. Non. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit on enchaîne? Mais voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous, c'est super cool. On va effectivement enchaîner sur les sujets. Surtout, on va enchaîner sur ton sujet à toi, mon colonel. On n'a pas encore dit qu'est-ce qu'on allait raconter aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Donc, c'est moi qui vais commencer. Je vais trop vite en besogne. Ouais. C'est vraiment chaud. Donc, ça faisait longtemps que j'ai pas commencé et que Camille n'avait pas cédé sa place de première de cordée. Donc, j'ai commencé en vous parlant du cannabis. Oui. Voilà. Et je ferai peut-être d'autres sujets sur le cannabis parce que celui-là, je l'ai un petit peu restreint exprès. Voilà. Ok. Ensuite, c'est Léa qui nous a déjà dit de quoi elle allait nous parler, à savoir. Oui, un sujet joyeux. Oui. Les dictateurs, la torture. On aime bien Ils ça ont ici. disparu. On aime bien. C'est génial. Ensuite, c'est moi qui prendrai la main pour un sujet assez court. On va parler de la bise, le fait de faire la bise. Très bien. Voilà. Ensuite, ce sera au tour de Hicham. C'est moi. Suite au succès de l'attentat. Non. Succès de ton De sujet. mon sujet. Ouais. Sur l'attentat Tellement de fans. à l'opéra de Moscou. Je vais faire un autre truc dans le même délire. À Tokyo. Accrochez-vous donc à vos slips. Il va falloir choisir le vocabulaire. Ouais. Succès, délire. Oui. Et juste petite précision, Lorraine Bastide, si tu nous écoutes, N'écoute tu pas ce zapperas. sujet. N'écoute pas. C'est- Et on terminera avec François. Oui. Camille. Ouais, c'était pas très gentil. Oh. Oui, et moi, ce sera un sujet surprise. Ah. Ce qui nous Surprise. aide beaucoup. On a hâte Voilà. de voir ça. Cool. Bon, on s'y met ou quoi? Ouais, et au passage, effectivement, aussi, vu qu'on a descendu, si vous entendez des petits craquements, c'est tout à fait normal, c'est qu'on est sur C'est des que je bancs. digère mal. Rappelez-vous, il y a un an, Ouais. vous entendiez souvent ce bruit. On est assis sur des bancs en bois, donc ça cracouille un petit peu. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Sur ce, Petite ambiance de Bien chalet. cordialement. partons sur le cannabis. Indica or sativa. Et qu'est-ce qu'il va planter? Du cannabis. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Sinon, la chenouf, ça se fume. Bon, ça reste des plantes. Alors, vous l'avez compris, on va parler du cannabis, mais surtout de la plante. Alors, je vais pas trop vous parler de fumette, ni de thérapie. Vous comprendrez, je vous ferai d'autres sujets là-dessus. Donc le cannabis, c'est quoi? C'est une plante un petit peu magique qui peut avoir plein de propriétés différentes et on va en voir quelques-unes. Alors pour commencer, le cannabis, c'est un mot latin qui a donné ensuite chanvre. Et le cannabis, c'est aussi issu de l'arabe, kranaboun, si je prononce bien. Kranaboun. Je connais pas. C'est pas mal. C'est Peut-être, pas trop mal prononcé. C'est bien. Alors déjà, à partir depuis quand c'est utilisé à votre avis le cannabis? Oh là là, mais alors moi, je dirais L'an moult 1000. temps. Non, même avant l'an 1000. Moi, je dirais l'an moins 1000 presque. Ah, c'est beaucoup plus. Ah bah l'an moins 10 000. Ouais, c'est pas mal. Les traces de cannabis les plus anciennes, elles ont plus de 10 000 ans. Donc ça, c'est juste l'utilisation, on va en Bien. parler, mais une des sortes de Camille a cannabis. dabé. Non, Camille non, a dabé. c'est interdit ça, Camille. Voilà. Ça ne passe pas à l'audio et ça ne passe pas en visuel non plus. Et donc ça, c'était pour les traces les plus anciennes, mais c'était surtout pour utiliser pour faire des tissus et des cordages. Et les traces d'utilisation récréative et médicinale, c'est depuis au moins 3000 4000 ans. Donc c'est déjà quand même pas mal. Ah, ça a mis du temps quand même après la fabrication de tissus et autres, de se dire tiens, ça fume. Bah, c'est surtout des traces. Donc après, ça a peut-être été fait quand même, ou avec des cataplasmes ou que sais-je, mais en tout cas les traces, les pipes qui ont été retrouvées, les choses comme ça, voilà, ça date de 3-4 000 ans. Donc on va diviser le cannabis généralement en deux grandes familles, parfois trois. Donc il va y avoir le chanvre agricole, celui qu'on peut voir dans les champs français. Donc en fait, ce chanvre, je ferai peut-être un sujet un de ces jours dessus parce que c'est assez fou ce qu'on peut faire avec. C'est une plante qui est très riche en fibres par rapport au volume d'eau nécessaire à sa croissance. Alors je dis ça comme ça a l'air chiant, mais en fait c'est super intéressant parce que on peut planter ça assez facilement, ça consomme pas beaucoup d'eau et on peut en faire plein de trucs de ouf. Parmi ces trucs de ouf, on peut en faire du textile, donc des habits, des cordages. On peut en faire même une alternative au plastique qui est entièrement biodégradable et on peut même en faire un carburant compatible moteur diesel. Putain. Ah, Donc- pour le bus de François Bayrou. Ouais, donc je vous en ferai peut-être un sujet à l'occasion parce que c'est assez ouf. Je suis désolé pour la référence de Yeuve que j'ai. C'est Très bien, un très petit bien. peu, oui. Deuxième grande famille, le chanvre récréatif, mais pas que. Donc c'est dû à ses capacités psychotropes. Alors psychotrope, ce que ça veut dire, c'est très simple. En fait, c'est littéralement qui a un effet sur le cerveau. Psychotrope, voilà. A un effet sur le psyché, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que je dis beaucoup intéressant d'ailleurs. Mais voilà, il y a pas Passionnant. forcément une notion d'addiction ou de toxicité quand on parle de psychotrope. C'est juste que c'est un effet sur le cerveau. Voilà. Et sinon, en bonus, on peut parler du chanvre médicinal. C'est on va dire une variété qui va avoir une capacité à produire des effets positifs sur le corps et notamment contrer l'effet de certaines maladies.
Donc on voit que déjà le cannabis, il y a pas mal de trucs. On va aborder là rapidement le côté de drogue. Alors déjà ça m'a un peu interloqué, c'est que la définition de drogue, elle est plus floue qu'on ne pourrait le croire. Donc il y a plusieurs notions qui se mélangent sans pour autant être toutes nécessaires à la fois. Donc une drogue, ça va être quelque chose qui va altérer le comportement, qui va créer une dépendance. Il y a une notion de toxicité pour le corps, pour le mental, pour l'hygiène de vie. Mais voilà, une chose peut être une drogue uniquement parce qu'elle crée une dépendance sans être toxique, uniquement parce qu'elle est toxique mais sans créer de dépendance. Enfin, c'est très très large. D'où le droguiste qui ne vend pas du crack et de la meth. Voilà, ou d'où le mec qui est accro au jeu par exemple. Tout à fait. On dit que c'est une drogue, voilà. Le cannabis, c'est la drogue illégale la plus consommée en France, et donc je dis bien illégale, parce que parmi les drogues légales, c'est la 3e derrière l'alcool et le tabac. Voilà. Et le sucre, non Non. Je ne crois pas que ce soit considéré comme une drogue. Je pense que si. Bientôt. On demandera à l'OMS. Ça marche. En tout cas, c'est parce que j'ai trouvé, désolé. Il y a un petit point important que j'avais trouvé en faisant des recherches sur un autre sujet, mais que je voulais remonter ici parce que j'aimais bien cette vision des choses. C'est quand je cherchais sur... il me semblait que c'était sur la dépression. En fait, c'est un chercheur qui disait que la notion d'effet secondaire n'existe pas. Donc en fait, pour lui, il n'y a que des effets. Il n'y a pas d'effets principaux et d'effets secondaires. Une substance n'a que des effets. Et ce qu'on considère parfois comme effets secondaires, c'est simplement les effets qui ne sont pas ceux qu'on recherche quand on va consommer la substance. Oui, D'accord. ça paraît logique. Ouais. Oui, c'est pas forcément négatif, quoi. C'est ça, mais en fait c'est surtout que Comme les médicaments, quoi. non, mais c'est que c'est négatif par rapport à l'usage que tu en fais, mais certains effets négatifs dans un usage vont être les effets recherchés dans un autre. Il y a tout un débat là-dessus sur l'homéopathie parce qu'on parle des effets secondaires, mais vu qu'il n'y a pas d'effet, il peut pas y avoir d'effet secondaire. Ah, ça c'est pas faux. Et ouais, bah tiens, on vous fera d'ailleurs un sujet peut-être à l'occasion sur l'homéopathie. C'est vrai que si tu prends beaucoup d'homéopathie, Ne n'entamons pas ce débat s'il vous plaît. Ça va prendre 4 heures. niveau taux de sucre, ça peut monter très vite. Donc voilà, ce qui est un effet secondaire dans un cas peut être un effet recherché dans un autre. On parlait de drogue, qu'est-ce qui va créer on sait très bien que le cannabis, ça peut rendre un petit peu foufou. Donc c'est ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Donc les cannabinoïdes, ce sont des substances chimiques qui sont présentes dans le cannabis et qui ciblent des récepteurs qui sont présents dans le corps humain et dans les on va dire les corps de la plupart des mammifères. Donc ça, je ne savais pas. Dans les centres nerveux, dans un peu tout le reste du corps. Sérieux ? Et ouais. Et donc il y en a une centaine de différents et chacun a des effets divers et variés. Je vais vous citer les 3 plus connus. Donc il y a le THC, tétrahydrocannabinol. Donc c'est une substance psychoactive qui peut avoir un panel d'effets assez large sur le corps. Donc altération de l'humeur, du plaisir, du sommeil, de l'appétit, de la douleur, de la mémoire. Quand je dis altération, c'est dans les deux sens. Et c'est le cannabinoïde qui va être responsable de la plupart des effets qui sont recherchés par les consommateurs de cannabis récréatif et quelques-uns des effets du cannabis thérapeutique. Par exemple, le fait de retrouver l'appétit, c'est intéressant dans certaines maladies. On a ensuite le CBD, dont on a entendu parler récemment avec l'actualité. Alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que je ferai potentiellement d'autres sujets. CBD, c'est cannabidiol. Lui, c'est le good guy, vraiment. Lui, il va contrebalancer les effets du THC. Il va avoir des effets antidouleurs, anti-inflammatoires, des effets antidépresseurs, plus d'autres choses. Donc vraiment, il fait des trucs cool. Et en plus, il contrebalance le THC. Donc c'est quand même assez chouette. C'est la tisane du cannabis. Et pour faire une virgule très très vite, c'est en gros ce que vous pouvez trouver légalement aujourd'hui en France dans des boutiques. Mais on est en zone grise encore. Non, justement, ça a changé. C'est pour ça que j'ai un peu dévié mon sujet. D'accord. Ok. Enfin, ça a changé. Il y a eu des arrestations, donc. Ok. J'attends d'avoir un petit peu de recul. Et le troisième dont je vais vous parler, c'est le CBN, cannabinol. C'est le bad guy. Lui, c'est vraiment l'enculé. Comment ? Je le connais pas, lui. Comment ça, lui ? Tu connaissais les deux autres ? J'ai entendu parler des deux autres, mais le CBN, Chicken Bacon Nuggets. C'est ce que j'allais dire, on dirait le nom d'un sandwich au McDo, quoi. C'est exactement ça. Un peu comme le sandwich au McDo, c'est le bad guy, pardon. Donc c'est intéressant parce que c'est une substance, j'ai encore dit intéressant, mais c'est une substance qui est pas produite directement par la plante, mais qui est produite suite à l'oxydation du THC. Donc ça veut dire que quand on va mal conserver une plante, ça peut se produire parce qu'on le fait mal sécher ou un truc comme ça. Et lui, il fait vraiment de la merde parce qu'il est légèrement psychoactif, il a un effet dépresseur et non antidépresseur, il cause des pertes de mémoire, en gros il fait de la merde. Donc pour du cannabis récréatif, plus il y a de CBN, plus ça va être de la merde. Parce qu'il va créer de la dépression et c'est pas du tout ce qui est recherché. Maintenant, je vais parler d'une petite anecdote qui m'a bien fait marrer, parce que ce qui m'a donné envie de vous faire ce sujet, en fait, c'est ce que j'appelais l'histoire d'une plante frustrée. Vous allez voir, il y a un cher monsieur qui s'appelle Carl Linnaeus, qui est un botaniste suédois, qui en 1753 s'est rendu compte
Comment ? C'est vieux. Non, Ouais, qu'est-ce que 300 ans Donc, c'est effectivement vieux, mais ouais, il s'est un peu intéressé à cette plante. À l'époque, c'était Cannabis sativa. Je vous en parlerai après. Et donc, il a fait plein d'expériences dessus. Et notamment, il s'est rendu compte que, déjà, il y a eu certains plants étaient entièrement femelles et d'autres étaient entièrement mâles. Donc, il y en a qui faisaient du pollen, il y en a qui faisaient des fleurs. Et il fallait que les deux se rencontrent pour faire des bébés. Comme Donc les ça, courgettes. Ouais, c'est quand même assez rare dans les plantes. Donc premier fait. Deuxième fait, il s'est aussi rendu compte que quand tu séparais les femelles des mâles et que tu laissais les femelles genre près de la fenêtre, loin des mâles, elles produisaient de plus en plus de résine. Genre les fleurs étaient plus brillantes, etc. Pour attirer de plus en plus le mâle. Exactement. Et cette résine, en fait, c'est quoi ? C'est là qu'est concentré le THC. Du cannabis. Donc autrement dit, si vous... Ouais, je ne relève pas. Je ne relève pas. Mais donc... Si on regarde ce que ça veut dire qu'en fait, et certains producteurs, cultivateurs le disent, globalement, le cannabis que vous allez fumer, c'est des plantes qui ont été privées de sexe toute leur vie. C'est des plantes qui ne connaîtront jamais de sexe. Donc plus une plante. C'est vrai que j'avais jamais mis ça dans cette perspective. Donc plus une plante est chargée en THC, plus elle est en dèche de cul. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, messieurs, dames, ce que vous fumez, ce sont des êtres vivants qui sont en demande de sexe et qu'on a privés. Voilà. Sachant qu'en plus, on a changé la méthode de reproduction. Genre, au lieu de faire quand même rencontrer deux plantes mâles et femelles pour les reproduire, on a fait des boutures. Donc, avec uniquement des plantes femelles, on a réussi à en faire d'autres encore uniquement femelles. Donc, il y a toute une génération de plantes qui sont privées de sexe à vie et qu'on élève juste pour fumer. Donc imaginez pour un être vivant qui est sexué, si on avait fait ça avec un animal, ça serait un drame. Voilà. Ah, mais après, c'est difficile de couper une patte d'un chien. Non, mais ça veut dire quand même qu'on a élevé une espèce pour la frustrer sexuellement parce qu'on s'est dit que ça serait plus cool de la faire en ragoût, tu vois. Ouais. T'imagines l'enfer ? Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout fait ce genre de truc de manière générale. Ouais, mais on n'a jamais cette image, donc voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, je vous parlais un autre aspect. Je vous disais qu'on arriverait à faire un petit côté sociaux dans ce sujet, bien qu'on parle de plantes. Et effectivement, c'est une plante qui a subi beaucoup de choses parce que déjà, il y a eu la mise en dèche sexuelle de ces plantes femelles, qui est quand même pas cool. Mais ta métaphore est incroyable, je suis obligé de dire. Ouais. Mais voilà, il y a aussi eu une histoire de déportation et ça, c'est pas facile. Donc, on a parlé de cannabis, de chanvre, etc. C'est un petit peu chelou. On ne sait pas exactement si c'est des espèces ou des sous-espèces. Le consensus n'est pas encore très clair dans le monde scientifique. En tout cas, pas parmi ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de chercher plusieurs articles, mais ils sont pas encore tout à fait d'accord entre eux, tout du moins. Mais en gros, on va considérer que c'est la même plante, mais avec des caractéristiques différentes. Donc, quand on parle de cannabis, ça peut être autant le chanvre qui fait des habits que le truc qui fait planer, quoi. D'accord. Ok. Parmi tout ça, on va recenser 4 grandes sous-espèces, appelons-les comme ça. Donc le cannabis indica, le cannabis sativa, le cannabis ruderalis et le cannabis afghanica. Ce qui est rigolo, c'est que vous savez peut-être que les adeptes du cannabis récréatif font plein de croisements chelous entre les plantes parce que ça les fait kiffer et qu'ils ont plein d'effets. Mais en fait, ça vient d'où ? Ça vient de la lutte contre la drogue aux USA. Donc ça vient de la DEA, ouais. Mais... Comment ça ? Alors, la petite histoire, c'est que initialement, en fait, à la base, le cannabis qu'ils avaient aux US il y a quelques années venait du Mexique. Je vous la fais très courte, mais ils ont coupé les frontières, ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc, les gens se sont mis à en faire pousser aux USA. Ils en ont fait pousser là où il y avait du soleil, parce qu'ils ne disposaient que de cannabis indica, qui était une plante qui était issue des pays un petit peu chauds. Donc, ils les ont plantés en Californie. Quand ils ont voulu en planter dans le monde entier, ils ont fait quoi ? Ils ont hybridé le cannabis indica avec du cannabis sativa, qui était issu de montagnes genre tibétaines, un peu dans l'Asie, issu des montagnes là où il asiatiques. fait plus froid, quoi. Voilà. Donc ils ont hybridé ces deux espèces et ils ont pu avoir des espèces qui supportaient le froid, donc plantées dans toutes les États-Unis. Là, ça commençait à pulluler partout. Et donc, la DEA a fait quoi ? Ils ont envoyé des avions et des hélicos pour repérer les plantations. Un peu galère. Et pour cramer le tout. Donc, pour contrer ça, qu'ont fait les cultivateurs, pardon. Alors, je regarde un petit peu mes notes parce que... Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les cultivateurs pour éviter de se faire repérer leurs plants ? En fait, ils ont encore une fois hybridé leurs plantes avec du cannabis ruderalis, qui est une plante un tout petit peu, plus petite que les autres, parce qu'avant les plants faisaient genre plus de 3 mètres, c'était gigantesque. Pour les planquer. Voilà. Donc ils les ont hybridés avec le cannabis ruderalis, qui est une toute petite plante qui à la base est pas ouf, genre il y a pas de THC, c'est pas la folie, mais vu que c'est tout petit, tu peux le planquer dans un bâtiment. Entre deux ficus, déjà, dans un champ, quoi. Surtout tu peux planter en intérieur. Et en plus, le cannabis ruderalis permettait d'avoir des, je sais pas comment on appelle, mais des levées, je sais pas, bref,
portées. Non, c'est pas ça. Des portées On a saisi. Voilà, bon, des Des portées. portées de bébé cannabis. Non, voilà, en fait, tu pouvais, on va dire, récolter ton cannabis plus fréquemment parce que les cycles étaient raccourcis. Donc, en fait, cet eugénisme, parce qu'encore une fois, si on met ça sur le point de vue d'une espèce vivante, tout cet eugénisme, il a été provoqué par la lutte contre la drogue et après par pure envie récréative. Donc, ils ont croisé des espèces à tel point qu'aujourd'hui, quasiment toutes les espèces sont un mélange à pourcentage divers, mais des 4 espèces qu'on a citées avant. Donc les Afghanica, vous avez compris, ça vient des Comme terres proches de pour les l'Afghanistan. chiens, quoi. Non, il reste encore des races pures pour les chiens. Et pour le cannabis, on ne sait pas s'il en reste des purs ou non. C'est vrai. C'est ce qui est D'accord. compliqué. Il en reste peut-être, mais c'est pas certain. Donc je trouvais ça assez pas rigolo, mais c'est que si on oublie le fait que c'est une plante et on part du principe que c'est une espèce vivante, en fait on a créé des déportations de l'eugénisme, on les a séparés, frustrés, tout ça pour les consommer pour notre plus grand plaisir. Donc j'ai trouvé ça assez horrible et rigolo. Voilà. Pour finir rapidement. Le petit souci, c'est que je propose qu'on change le nom de ce podcast et qu'on l'appelle Horrible et Rigolo. C'est vrai que ça va vachement bien. Donc, à force de manipulation génétique, en fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité dans les caractéristiques des variétés. Par exemple, le rapport de THC entre deux variétés aujourd'hui peut être de 1 pour 3. Donc, si vous prenez du cannabis récréatif, par exemple, prenons l'exemple d'une taf, entre deux variétés, si vous ne les connaissez pas, ça peut être, l'apport de THC que ça peut vous donner, c'est entre 1 et 3, c'est énorme. C'est comme si au lieu de boire un verre de vin, vous en buviez 3. Enfin, vous voyez l'effet que ça peut avoir assez rapidement. Et de même pour le CBD, on avait dit qu'il équilibrait un petit peu les effets du THC. Il y a quelques années, c'était en moyenne 1 pour 10, le rapport entre THC et CBD, donc THC supérieur. Et aujourd'hui, il y a certaines variétés où ça peut aller jusqu'à 1 pour 250. Donc très peu de CBD, beaucoup de THC, et en fait c'est ce genre d'espèces de variétés qui vont créer des psychoses, des trucs comme ça, parce qu'il y a trop de THC et pas assez de CBD pour calmer, quoi. Donc ça c'est assez dangereux parce qu'en fait on sait pas ce qui est cultivé, on sait pas ce qui est vendu, c'est un petit peu galère. Et si on fait une petite métaphore, il y a un risque pour le consommateur. Si on prend donc la métaphore de la production d'alcool, c'est pas une métaphore mais c'est un exemple. La production d'alcool est contrôlée, donc on sait qu'une bouteille de vin elle va compter entre 11 et 14 degrés d'alcool, je prends très large mais c'est à peu près ça, et en plus c'est inscrit sur la bouteille. Donc on peut se dire, si je bois un verre ou 2 verres, ça va, on sait ce qu'on ingère. Et imaginez si c'était pas le cas en fait. Si pour le vin, il pouvait y avoir des vins à 1 degré, 20 degrés, 50 degrés, 80 degrés, en fait on le saurait, et si c'était pas sur la bouteille, on le saurait pas avant d'avoir consommé. Et ça c'est globalement galère, ça peut être super dangereux pour conduire, pour rester en vie, pour plein de choses, quoi. Buvez du Pélisol, placement de produit. Voilà. Pélisol, faut qu'on rachète du Pélisol, effectivement. Captain One nous en a ramené une bouteille d'ailleurs. Il est vrai. On la boira. Selon des petits. Voilà, pour conclure, je vous ferai d'autres sujets sur le cannabis parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressé et impressionné voir tout ce qu'on pouvait faire avec, donc pas que dans le récréatif, notamment avec le chanvre et avec le cannabis thérapeutique aussi. Il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être soignées avec ça. Et dans certains pays qui ont légalisé le cannabis thérapeutique, eux, ils vont pouvoir produire des variétés spécifiques dont les propriétés sont contrôlées. Et donc, ça peut devenir un médicament vraiment très puissant et vraiment un médicament où, en contrôlant le THC, on va vraiment pas avoir d'effets planants et uniquement avoir des effets bénéfiques. Donc, c'est à suivre. Voilà. Formidable. Merci. Ouais, grave. Mais merci à vous. J'espère que J'ai vous avez appris plein de trucs. On attend la suite de cette saga de la weed. Mais Saga de la weed. je connaissais rien là-dessus et j'ai adoré les petites anecdotes, les petits machins. Non, c'est vrai, j'étais novice de ouf et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Carrément. Et ça nous a plu. Merci beaucoup. Et du coup, sur ces belles notes, on va laisser la parole à Léa après ce jingle. Une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays. Propre. C'est super propre. J'approuve le sujet. Ah non, j'aime beaucoup. Manu Chao qui est, rappelons-le, français. Merci. Non, son père vient de Galicie. Bon, ça va. On va dire qu'il a la street cred. Alors, je sais pas si ça va être rigolo et triste. Ça sera plus triste que rigolo. Laisse-nous en juger, va. Mais voilà, je voulais vous parler de ce pays qui me tient particulièrement à cœur et de cette période qui, je pense, est extrêmement importante et les gens devraient en savoir plus sur ça. Quand on vous dit dictature en Argentine, est-ce que vous avez des petites dates éventuellement? Est-ce qu'il y a un nom qui vient? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Fin du XXe siècle, moi je dirais. Un gros doigt mouillé. Non mais fin du XXe siècle, c'est les années 80 quoi.
J'aurais pu dire dans les années fin 1800. Quoi, non parce que il y en a eu beaucoup des dictatures. Ouais, il y en a eu beaucoup. Donc je sais que ça s'est arrêté à peu près avant la Deuxième Guerre mondiale, non? Bah non, justement. Ah oui, du coup, fin C'est 1800. assez récent, en fait. Non, Fin mais 1800, vu que oui, ça s'est oui. arrêté avant, je me suis dit, je sais pas en fait. Non, malheureusement, c'était la dernière, là, elle remonte à peu près 40 ans. Et en fait, on n'est pas trop au courant. Moi, je sais que je me suis rendu compte que quand je suis arrivée en Argentine, je ne connaissais rien en fait sur la dictature. Je connaissais un petit peu le Chili, Pinochet, tout ça. C'est généralement ce qu'on connaît en Europe. Ouais, c'est le seul que En je connais. France, en soi, l'Argentine, à part les empanadas et Maradona et le tango, la dictature, je savais globalement qu'il y avait eu des histoires de torture, des mecs qui avaient C'est disparu. Comme partout, quoi. Et Les nazis qui sont Et voilà, réfugiés là-bas, et c'est tout. Oui, ça par les contre, oui. nazis et d'autres petits gens sympathiques aussi français. Vous allez voir plus tard. D'accord. Ils ont accueilli tous les meilleurs, je pense, de la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, malheureusement, ça a été la dictature militaire d'Argentine. Donc là, je parle de la dernière dictature qui a eu lieu de 76 à 83, 1976 à 1983, qui est donc, il y en a eu, on va dire, 3 ou 4 avant. Au niveau du XXe siècle, ils ont eu pas mal de périodes avec des militaires au pouvoir. Ça a été une des dictatures les plus terribles d'Amérique latine, en termes de morts, en termes de technique, entre guillemets. En termes de Technique de torture, on va dire. Voilà, c'est ça. Et de militaires un peu crades. De moyens en termes de guerre, déployés. ça, exactement, de moyens déployés. C'est important en fait d'en connaître un petit peu plus sur ce moment-là parce que les Français ont eu un rôle assez essentiel. Petit spoil, on leur a enseigné à torturer. Voilà. Ah, sympa. La France toujours dans les bons Tout, coups. c'est exactement ce que toujours dans les bons C'est coups. ça, toujours dans les très très bons coups. Alors pour gagner la Coupe du Monde, il y a du monde, hein, mais. C'est ça, c'est Il n'y exactement. a pas que liberté, égalité. Mbappé. Alors, vas-y. Non, alors du coup. J'en ai marre de vous. Vas-y, continue. Donc voilà, très important, c'est la dernière dictature, on espère, Inch'Allah. Ils ont eu donc de nombreuses autres expériences autoritaires avant cette dictature, ce qui explique, selon moi, qu'ils n'aient pas été tant choqués que ça, en fait, à l'arrivée, au moment de ce coup d'État, le mercredi 24 mars 1976, parce que il y a eu, c'est un peuple qui a été habitué, on va dire, à cette prise de pouvoir autoritaire. Violente, ouais. J'imagine C'est trop- le matin, tu sais, en lisant le journal. Oh non. Ah bah ça y est, on y retourne. Mais Ah ben, v'là petit pas que ça recommence. C'est un peu ça. Et alors c'est drôle parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des gens qui ont écrit noir sur blanc. Bon, c'était quand même le coup d'État le plus prévisible de toutes les dictatures. Et t'es là, t'es On pas, était ouais. sur un bon. jeu pas très musclé. Bon. C'est ça. Les chercheurs ont parlé du coup d'État le plus prévisible et de la prise de pouvoir la plus prévisible. Parce que ça part d'un contexte qui est assez nul, on va Vas-y. dire, en termes sociaux. De base, De base, on était sur une situation plutôt nulle, donc on C'est savait ça. que ça allait péter à un moment. Généralement, et on a deviné facilement de quel pour côté. qu'il y ait des mecs moustachus avec des uniformes qui prennent le pouvoir comme ça, c'est que la situation est vraiment tellement nulle que du coup il y a personne d'autre qui puisse. Fâcheuse tendance à être moustachu quand même, ces Mais dictateurs. oui, c'est ça. Mais alors justement, la figure, on va dire, de cette dictature-là, il s'appelle Jorge Videla. C'est un grand mec assez sec, avec une grosse moustache noire, des grosses lunettes, pas très rigolo, Un issu d'une dictateur, famille. quoi, finalement. Ouais, mais lui, il a la spécificité en fait d'être malgré lui le visage de cette dictature parce que contrairement à par exemple le Chili avec Pinochet où là c'est sûr, c'est lui, il y a un leader suprême. Là, on parle d'une junte en fait militaire. Donc une junte, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupement, un gouvernement, un groupement de militaires, un groupement de gens en général, et un gouvernement autoritaire suite à un coup d'État. Donc il était Mais ils ont dictateur fait un- par intérim. un Et peu, ça je crois. vient de l'espagnol junta, ça se dit en espagnol, et donc du junto qui signifie ensemble. Ouais. Exactement. On voit les bilingues à cette table. Et donc du coup voilà, ce contexte qui pue un peu de chef d'État qui switch depuis 20 ans, il y en a eu 8, de énormes problèmes économiques, une énorme inflation. Voilà, on avait un gros leader qui s'appelle Juan, Désolé. spécial dédicace, Aïe. Juan Perón, qui est venu, qui a été exilé, qui est revenu en 73. Ça a été un espoir incroyable, un peu à la De Gaulle.
on va dire, parce que tout le monde se revendique, même encore aujourd'hui, de son parti. Donc c'était pas aussi anticlimatique que De Gaulle. Mais c'est compliqué, parce que lui, en fait, c'est le parti populaire, le péronisme, et c'est hyper important parce que ça a été un parti qui a été totalement interdit. On peut penser que du coup c'est un parti de gauche, mais non, parce qu'en fait à l'intérieur de ce parti-là, il y avait beaucoup de partis d'extrême droite. Et donc du coup, on arrive milieu des années 70, à donc ce mec qui revient au pouvoir. Les gens l'aiment bien, mais à l'intérieur même de ce parti-là, en fait, il y a des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche qui se cassent la gueule. Quand il est arrivé à l'aéroport, ça a été un massacre. Ça s'appelle le massacre des Eyzas. C'est terrible, mais genre les gens se sont tirés dessus en fait. Alors que c'était venu J'avais entendu parler de ce truc. Non mais c'est trop triste. Et donc ce mec qui est un espoir incroyable revient au pouvoir en 73 et il meurt en 74. C'est ballot. Sa femme prend la suite et sa femme est nettement moins charismatique et représente pas du tout, on va dire, une solution de cohésion au niveau du peuple. Du coup, c'est encore plus le bordel. Tout le monde se tire dessus. L'inflation, le chômage. Donc les gens se sont doutés un petit peu que les militaires allaient venir. Et les militaires aussi ont commencé à travers les médias, en fait, à faire une propagande à base de « ça serait bien qu'on rentre quand même, ça serait bien qu'on revienne. Nous, au moins, on apporte l'ordre. Nous, au moins, on est sérieux. » Et ça a, du coup, mené à cette fameuse nuit du mardi au mercredi 24 mars où la pauvre Isabelle Perón, qui est la seconde femme, a dû partir en hélicoptère. Elle a été capturée, entre guillemets, et les moustachus sont arrivés. Est-ce que tu peux nous rappeler l'année de ce 24 mars, du coup ? Alors, 1976. 1976. Merci. Et donc, voilà. Donc, ils arrivent. Voilà, grâce au contexte propice. Donc putsch, ils arrivent, ils enlèvent la présidente en place. Exactement. Et ça se fait, on va dire, en douceur. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est pas tant... Donc elle avait peut-être pas les moyens de répliquer. Non, mais je pense qu'elle l'a vu venir aussi, la pauvre. Ouais. C'était tellement le bordel. Elle était en poste depuis combien de temps déjà ? Elle, ça faisait très très peu de temps, parce que ça faisait depuis la mort de son mari. Donc ça, on va dire que ça faisait 2 ans. Elle avait juste eu le temps de passer 2-3 petites réformes pour commencer, en fait, déjà... avant même ces fameux militaires, à tuer 2-3 opposants. Passer une réforme. On n'a pas le droit de tuer la femme du mec qui était là avant. Non, mais surtout que ça devait être une des premières chefs d'État femmes. En fait, elle a été théoriquement vice-présidente et ensuite elle a dû prendre. Enfin, c'était très bizarre. Elle n'a pas vraiment été. Elle a pas vraiment été première femme. Okay. C'est Christina Kirchner qui a été plus tard. Elle était plus. Elle était vice-présidente, un peu à la Michelle Obama parce qu'elle était là. Ils étaient censés organiser des élections, mais tout le monde était là. Bon, les militaires vont arriver. Classique. Donc ils arrivent, mais cette fois-ci, en fait, ils se sont bien plus préparés que les fois d'avant. Parce que déjà, premièrement, c'est la première fois qu'en fait, les 3 forces armées s'unissent. Donc l'armée de terre, l'armée d'air et la marine s'unissent et se mettent d'accord pour diriger le pays. Donc déjà, c'est une première. Ils ont un bon plan bien précis en tête. Ils appellent leur moment autoritaire. Ils appellent ça. Alors. El momento. Non, parce qu'en fait, chaque dictature a son nom. Alors ça, c'est le processus de réorganisation nationale. C'est mignon. Putain, ça a l'air sympa. Ça passe tout seul. Ça a l'air vachement sympa. Une réorganisation. Moi, si Marine Le Pen dit on va réorganiser la France, perso, je suis pas serein. Là, ils s'en méfiaient pas tant que ça parce que comme il y avait quasiment tous les médias qui étaient pour eux, du coup, ils l'ont pas. Bon, il y avait pas tant de peur que ça. Les militants d'extrême gauche, comme je l'ai dit précédemment, Isabelle Perón, elle avait déjà commencé un peu à les tuer, à les faire disparaître tranquillement en soum-soum. Voilà. Donc, il y a ce fameux Videla qui va être élu président parce que c'était le mec le plus charismatique. Même si on peut pas vraiment parler en fait d'un leader comme Mussolini, comme Hitler, parce que c'était vraiment une junte. Donc c'était un groupe en fait de gens qui dirigeaient le truc. C'est juste que lui c'était le visage et la voix même surtout parce que c'était justement une époque où il y avait beaucoup de radios. Essentiellement la radio d'ailleurs, la télévision, c'est l'Argentine, ça arrive plus tard. Oui, ça coûte plus cher. Exactement. Donc de cette dictature. Lui, il est resté jusqu'en 81. Donc il a fait quand même pas mal de belles années. Et ensuite, à la suite de cette première junte, il y en a eu 3 autres. Donc je vais pas vous parler des 3 autres parce que bon, ils ont été présidents genre quelques mois à chaque fois. Ça compte pas vraiment. Lui, il est mieux. Puis c'est plus facile à retenir. Donc Videla. Voilà, donc cette dictature, elle arrive et elle expose dès le premier jour tous ces petits objectifs, notamment économiques. Donc eux, ils sont à fond sur le néolibéralisme.
Et en gros, ils en profitent parce que c'est quelque chose que le peuple n'aurait jamais voulu faire passer démocratiquement parlant. Donc, ils n'auraient jamais voulu voter en fait pour quelque chose comme ça. Donc eux, ils sont sur une restructuration néolibérale de l'économie. Ils veulent changer l'industrie nationale, qu'ils trouvent peu compétitive. Ils veulent libérer les forces productives. Ils veulent avoir un marché libre. Ils veulent disrupter la technologie. Mais c'est un peu ça. Ça me rappelle un mec qui a été élu il y a pas longtemps dans un pays d'Europe de l'Ouest. Ça me fait un peu flipper. Mais je me pose une question. Est-ce que tu sais quels étaient leurs soutiens pour qu'ils aient un projet de néolibéralisme? Généralement, c'est avec l'appui d'un pays extérieur. Eh bien, le petit voisin du Nord, qu'on appelle les États-Unis, ils sont toujours là aussi dans les bonnes histoires. C'est ce que je pensais, mais bon. eux, ils étaient là. En fait, ils se sont fait un peu plus discrets qu'avec Pinochet, parce qu'ils l'ont pas dit tout de suite. Ils ont un peu attendu. Ils ont quand même balancé, ils ont quand même fait des prêts de plusieurs millions d'ailleurs de dollars. Au calme. Et comme le FMI, qui genre le lendemain du coup d'État, a octroyé pareil un prêt en fait énorme, parce que une économie qui se casse la gueule totale. Et en fait, il y a tout un système aussi. L'Argentine est le dernier pays, on va dire, qui tombe en fait sous la dictature. À cette époque-là, tous les pays autour sont sous la dictature, mais il fait partie de ce qu'on appelle le plan Condor. Le plan Condor, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de plan, on va dire, validé par la CIA, qui réunit tous les services secrets de 6 pays, que sont l'Argentine, le Chili qui est juste à côté, l'Uruguay qui est au-dessus, le Paraguay qui est au-dessus, la Bolivie qui est au-dessus et l'énorme Brésil. Donc c'est une espèce ouais, c'est ça, c'est un gros groupement. C'est genre le club des 5, mais c'est le club des dictateurs. Très sympa. Ouais, ça a l'air et alors, ils s'amusent beaucoup. En fait, ils mettent à profit en fait toutes leurs ressources et toute leur documentation pour pouvoir traquer les méchants opposants communistes et les séquestrer et les torturer et les assassiner. Donc ça, ces 3 temps, c'est un truc qui revient tout le temps. Ça fait partie du plan systématique d'élimination de l'ennemi interne. Et ils vont le perpétrer. Donc c'est un peu compliqué parce que par exemple, si t'es, je sais pas, un prof communiste à l'université de Buenos Aires, tu sens que ça sent pas trop bon pour toi, que le vent tourne un peu. Tu te dis bon, je vais partir au Brésil, je vais me planquer un peu, je vais être tranquille. Et non, parce qu'en fait, là-bas, il y a un mandat d'arrêt, on va dire, international. Exactement. Ils avaient leur Interpol à eux, en fait. C'est exactement ça. Et alors, pire, c'est qu'en fait, même si tu veux te réfugier aux États-Unis ou en Europe, par exemple, comme notamment un des ministres d'Allende, l'ex-président chilien qui s'est fait buter quand même dans l'équivalent du palais de l'Élysée, en fait, tu te fais traquer. Ils envoient des commandos pour t'avoir. Donc lui, le pauvre, il a échappé à 3 tentatives d'assassinat à Madrid, Paris et Rome, et ils ont fini par l'avoir à Washington. Donc c'est pas hyper fun. Non. Mais ils ont pas mal d'aide en fait, on va dire, au niveau de la région et aussi au niveau des États-Unis. Et après, les grandes puissances européennes ferment les yeux, du style à cette époque-là, on a Giscard en France, voilà. Je me planque un petit peu. Non, moi je me planque un petit peu, je regarde pas trop et on va dire que c'est loin, ils ont des décalage horaire, ça nous concerne pas trop. Donc voilà, à part cette histoire de libérer le marché, qui d'ailleurs s'est soldé en échec total, hein. Autre spoiler, mais bon, on s'en doutait un petit peu. Ils veulent le néolibéralisme d'habitude. C'est ça. Ils veulent imposer un nouvel ordre social. Donc ils veulent revenir sur les avancées sociales du péronisme, donc le fameux leader d'avant, qui avait rendu l'université gratuite. Eux, ils aiment pas les étudiants, ils aiment pas les universitaires, ils aiment pas les profs. On va pas éduquer les gens. Parce que c'est de la quand ça réfléchit après ça. En fait, c'est de la perversion. C'est ça, c'est de la perversion. C'est des gens pas très catholiques. Eux, ils sont quand même vachement cathos. Ils vont dissoudre de manière classique les partis, les syndicats d'extrême gauche, enfin le peu qui reste à cette époque, parce qu'ils ont quand même été vachement minés avant. Il y a de la censure, de la propagande. On peut penser par exemple au Mondial de 1978, où malheureusement il y a des personnes qui étaient torturées et qui écoutaient en fait les cris et clameurs des supporters en fait qui étaient dans le stade juste à côté. Voilà, c'est très sympa. Qui a donné un moment d'euphorie au niveau du pays et qui a redoré un petit peu l'image de la junte sans pour autant que ça dure, heureusement. Voilà, ils veulent un peuple obéissant, ils veulent mater toutes sortes de révoltes, donc ils vont diminuer le nombre d'étudiants. Ils veulent absolument mater en fait. C'est cette forme d'éducation pour pas avoir de risque de rébellion. Voilà, exactement. C'est ça. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, ils veulent les tuer, mais toutes les personnes indécises aussi, ils sont pas très chauds pour les garder en vie. Par exemple,
J'avais vu à un moment donné, j'avais lu ça quelque part, que le simple fait de protester contre l'augmentation du prix de la cantine à l'université pouvait te mettre en danger, en fait. Ah oui. Ouais. Ah non, ils sont vraiment dans un. Fallait être vraiment calme, quoi. Ils sont pas vraiment drôles, hein. Et ils augmentent le contrôle politique, par exemple, sur la recherche scientifique. Voilà, ils veulent traquer les ennemis de la patrie, en fait, toute personne qui s'opposerait à leur régime. Et ils veulent une purification idéologique de la population, selon les mots même d'un gentil membre de cette junte. Donc voilà, ils vont avoir un certain nombre de méthodes assez terribles. Ces méthodes qui ont été enseignées par des anciens de la guerre d'Algérie. Étonnant. Et voilà, exactement. Et donc tout ça, j'ai pas le temps de vous en parler, mais vraiment, je vous enjoins, mais vraiment, 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 allez voir un magnifique, incroyable documentaire qui s'appelle Super Size Me. Qui s'appelle les escadrons de la mort, l'école franco-algérienne, par Marie-Monique Robin, qui est une journaliste d'investigation incroyable. Documentaire qui a été produit par Canal+, qui est sorti en 2003, qui est disponible sur YouTube gratuitement. Disponible légalement sur YouTube? Exactement. Abonnez-vous. Non, vraiment. Et ça dure qu'1 heure. Et c'est... Voilà, j'ai même pas besoin de vous en parler parce qu'en fait, tout est dit dedans et c'est tellement bien fait. Il y a des témoignages, YouTube, c'est impressionnant. gratuit, et tout le monde, même je crois que Télérama qui en a parlé comme un des documentaires qui ont changé la face de la France ou un truc comme ça. Okay. C'est vraiment très très important d'aller voir ce docu qui explique tout bien. Voilà, globalement, à part les nazis, du coup, les anciens. Non, mais ils ont reçu tous les bons, les anciens, en fait, de la guerre d'Algérie qui s'ennuyaient parce que, du coup, après l'Indochine et l'Algérie, c'est plus personne à torturer. Bah oui. Mais ils avaient découvert des super méthodes. Ouais. Trop bien. On a plein de nouveaux jouets, on peut pas les utiliser. À base de quadrillage, en fait, du territoire, à base de rafles, d'enlèvement, de techniques, en fait, de torture pour pas vraiment t'abîmer trop, mais quand même pour te faire parler. Et surtout tout ce qui était technique d'élimination physique. Donc, dissoudre. Au-delà de dissoudre, parce qu'ils avaient un peu la flemme, ils balançaient directement les corps dans la mer. Parce que, voilà, les Argentins vont suivre. Parce qu'ils ont un sympathique fleuve, en fait, juste au-dessus de Buenos Aires, qui s'appelle le Rio de la Plata, qui se sépare avec l'Uruguay, et donc, qui est devenu un petit cimetière pendant la dictature. Voilà, c'est super joyeux. Je suis désolée. Nickel. C'est très bien. C'est parfait. Donc voilà. Ça pleurait. Donc voilà, allez voir ce documentaire, en tout cas, c'est vraiment, vraiment très important de le voir. Il est vraiment bien. Donc, début de 7 ans de terreur en 76. Donc, ça a duré que 7 ans, mais ça a fait quand même un nombre incalculable de victimes. On a aujourd'hui des chiffres qui sont estimés parce que, comme vous allez le voir, ces gentils messieurs ont décidé d'effacer toutes les preuves de ces tortures, tous les registres, en fait. Donc, du coup, c'est que des histoires, en fait, de témoignages, mais ils ont aussi, en fait, un système de pacte de sang. Donc, du coup, voilà, c'est comment être un connard, et tu vis ta vie de connard, tu fais des choses de connard, et puis t'arrives à un point où tu peux te récupérer, et non, tu continues à être un connard et tu ne refuses de parler. Donc du coup, on n'a que des estimations. Mais les associations en fait de droits de l'homme estiment qu'il y a eu 30 000 disparus. Donc quand on dit disparus, donc les fameux desaparecidos. Ouais. Donc je ne pense pas que Manu Chao parle de ça, mais non. Voilà. Voilà, 30 000 environ, énorme. C'est énorme. Et donc toute la Franche-Comté quoi d'un coup. C'est un rayé de la carte. T'imagines? Il va te faire voir. Le regard assassin. Mais c'est énorme. On a 1,5 million de personnes exilées pour une population à la base de 32 millions de personnes. Oh, donc ils sont pas beaucoup. Hein. Juste, je rappelle que l'Argentine, ils sont pas beaucoup par rapport à la France, mais ils font quand même 4 fois la taille de la France. Voilà, ils ont de la place. Justement, ils ont de la place pour créer des super camps clandestins de détention. Alors qu'ils auraient pu vivre chacun dans leur coin, et en fait, non. Ils ont préféré les buter. Très bien. C'est ça, c'est exactement ça. Et écoute. Mets-toi à leur place. C'est ça, quand t'as les moyens, tu vois, quand t'es pas d'accord avec des gens, et quand t'as les moyens de les buter, bah du coup. Mais non. Je sais pas. Non, il faut aimer son prochain. C'est bien. Exactement. C'est ça. Donc. Abonnez-vous. Voilà, quand on parle de terreur, c'est une phrase qui est marquée
au niveau d'un ancien camp, en fait, justement ces fameux camps de ces centres clandestins de détention. Il y en a eu à peu près 500, on va dire. Et il y en a un qui est super connu et qui est super célèbre, qui s'appelle l'ESMA, qui est au niveau de Buenos Aires, qui était un des plus gros. Et en fait, quand on le visite, il nous montre un docu et il montre cette phrase qui dit que la terreur, c'est quand on ne sait pas d'où vient la peur, quand on ne sait pas d'où vient le danger. Et ça, c'est exactement ça qui s'est passé. Et ça c'est pour pouvait ça arriver à tout moment, de n'importe où. en fait, c'est sans qu'on tu sait t'y attends, pas. quoi. En fait, on sait pas d'où ça vient. Qui Parce est avec eux, qui est-ce qui allait nous faire tomber. Parce que c'est pas du tout un système en fait d'élimination ou on te met en prison, mais on passe par des choses légales, légales. Oui. Encore une fois entre guillemets radiophoniques, parce que là c'est que du clandestin, c'est que du secret, c'est que du extrajudiciaire. C'est que des milices, en fait, des espèces de mix de milices de police, qu'on appelle, ils ont appelé ça les groupes de travail. Donc ça fait Quelle horreur. ça s'appelle, mais vraiment ça s'appelle, donc nous on peut appeler ça les escadrons de la mort ou des choses comme ça, eux ils appellent ça les grupos de tareas, groupes de travail. Très bien. Voilà, c'est un style. Tu viens t'aider? Non, j'ai groupe de travail. C'est exactement ça. Donc c'est fameux groupe de travail qui venait en fait t'enlever majoritairement pendant la nuit, mais aussi parfois en plein jour. Donc ils t'enlèvent dans la rue, ils t'enlèvent à ton lieu de travail, ils t'enlèvent n'importe quel endroit en fait. Leur méthode, c'était tu cibles une personne, tu dis bon elle est potentiellement dissidente, potentiellement subversive, tu la chopes, tu l'emmènes en fait à un de ces camps, ces fameux centres on va dire, plus que camps, clandestins. On la torture directement, voilà c'est le petit accueil. Pour lui soutirer le max d'informations possibles. Et ensuite, normalement, on la garde en fait plusieurs mois. Les conditions en fait de détention, on va dire, encore une fois, c'est de l'ironie. Je suis pas du tout d'accord avec ça. On va dire qu'ils ont appris en fait des erreurs des nazis. Moi, c'est en tout cas ce que je me suis dit quand je suis arrivée et que j'ai visité un de ces trucs-là, parce que ils t'expliquent ils pouvaient pas communiquer du tout entre eux, mais ils étaient tous parqués dans les mêmes pièces. Ils étaient allongés avec des capuches toujours sur la tête, donc ils voyaient pas aucun moyen en fait de savoir qui est ton agresseur. T'as pas le droit de parler, t'as les mains accrochées, t'es dans des conditions, tu manges, mais genre c'est juste pour survivre quoi. Et t'as des gens ils sont restés genre 2 ans dans des trucs comme ça. Ça peut être de quelques semaines à 1 ou 2 ans. Généralement tu finis par disparaître, donc on fait ce qu'on appelle un transfert, qui en fait on te injecte une dose de calmant ou de somnifère et on te balance, on enlève tes vêtements et on te balance dans les rivières, ou alors on te met dans une fosse commune, ou alors on te brûle. Enfin, voilà. Leur langage est horrible quoi. On fait un transfert. Ah mais c'est vraiment ça. C'est le transfert du groupe de travail. C'est la Startup Nation quoi. Mais parce qu'en Jacqueline, tu me passes le bordereau P208. C'est vraiment ça. J'ai fait un transfert à Didier avec le groupe de travail, tu marqueras ça. Non mais c'est vrai, c'est ça en fait qui étonne énormément, c'est que ça ressemble vraiment à de la bureaucratie. Mais comme chez les nazis, en fait, il y a une industrialisation. C'est ça. C'est-à-dire, faut pas voir ça comme des camps de travail, mais en fait, comme des usines. C'est ça. Comme de la production. Tellement bien organisés. Oh, quelle horreur. Et ils ont tellement, eux-mêmes, ils utilisent même, ce vocabulaire-là spécial que du coup, par exemple, dans cet ancien centre, l'ESMA, qui est l'ancienne école supérieure de mécanique de la marine, les gens étaient parqués au niveau de la maison des officiers, mais c'est un truc qui est sur 14 hectares. Hein. Et donc, il y avait quand même des étudiants militaires qui se baladaient tous les jours face à ce centre. Ils savaient pas trop ce qui se passait, mais ils voyaient quand même des trucs bizarres passer. Et sous leurs yeux, en fait, il y avait des gens... il y a eu 5000 personnes qui sont passées par ce centre-là en 7 ans. Et il y a eu 200 survivants. Des petits problèmes d'attention. Ouais, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup aussi je me mets des œillères, il y a beaucoup cette espèce de climat de terreur, c'est vraiment ça qui a permis, en fait, ils ont vraiment bien réussi leur coup. C'était une mécanique répressive tellement bien huilée que du coup, il n'y avait pas de soulèvement du tout. Parce qu'il y avait, les gens qui étaient pour le régime, et après, il y avait des gens qui avaient peur, en fait, parce qu'ils voyaient des gens qui se mettaient à disparaître. Il y a aucune trace. La communauté internationale ne fait rien. Et puis tu peux faire appel à personne, en fait, parce que tu sais pas qui est dans le parti ou pas, enfin dans la Rondos. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de dénonciations aussi. C'est très très complexe en fait comme système, et c'est pour ça que ça a autant fonctionné en fait, cette histoire de séquestration, torture, assassinat. Et donc voilà, donc de tous ces centres de détention clandestins qui malheureusement, mais c'est ça, on en estime à peu près 500. Encore une fois, on n'est pas sûr du tout. Et alors, vous pensez qu'on est arrivé dans un bon level d'horreur? Eh ben non. C'est déjà pas mal. Eh ben non. Alors du coup, une des spécificités malheureusement de la dictature.
Argentine, c'est que ils ont volé des bébés. Oh non. Yes. Alors, voilà, je suis désolée. On avait dit pas les fringues, pas les mères, pas les ça me bébés. fait vraiment penser à l'Espagne de Franco qui retirait les bébés Voilà. un petit peu avant. Et Du pour coup, les non, Alors, à la même époque, en fait. Alors, en fait, là, Franco, j'ai pas les dates exactes, mais de manière, les Argentins, ils s'inspirent un peu de tout ce qui passe. D'accord. Eux, ils font Pardon, la c'est censure pas au niveau drôle, du peuple, mais eux, ils reçoivent toutes les informations. Et donc, cette histoire de vol de bébés, ce qui se passait, c'est que, bon, on arrêtait une famille, par exemple. Donc, parfois, il y avait des enfants, en fait. Et donc, à ce moment-là, s'ils étaient assez jeunes, ce qu'on faisait, c'est qu'on les séparait des parents. On considère que les enfants, Pour oublier. Ben non, mais s'ils n'ont pas des parents communistes, en fait, eux, ils sont pas forcément, enfin, s'ils ont des parents communistes, ils sont pas forcément communistes. Contrairement, Ils ont pas été pervertis. contrairement aux nazis, là, pour le coup, Pas ouais. encore. Voilà, Ils n'ont c'est pas encore ça. été baptisés, donc ça va. On peut encore les baptiser, c'est ça. Et donc, du coup, souvent, il les confiait à des familles, s'ils étaient suffisamment jeunes pour ne pas se rappeler. Et après, il y avait le cas, en fait, de la séquestration des femmes enceintes. Et donc, là, ils ont créé, parce qu'ils ont une solution à tout, des maternités clandestines, et où on a fait accoucher, en fait, des centaines de femmes qu'on tuait ensuite. Et le truc vraiment, vraiment pervers jusqu'au bout, c'est qu'en fait, on leur faisait écrire une lettre en leur disant ouais, on va filer votre bébé à la grand-mère, au père, à la tante. Et donc du coup, ils ont retrouvé quelques lettres en fait de personnes qui disent voilà, il s'appelle comme ça, il est né à telle heure, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi, je peux pas te dire où est-ce que je suis, mais voilà. Et tout va bien se passer, prends soin de lui. Et donc du coup, dans leur côté terrible, ils ont sauvé les bébés entre guillemets, et en fait, ils les ont confiés souvent soit au bourreau direct, donc ça c'est quand même assez voilà. Soit ils les confiaient à des familles proches du régime qui les adoptaient. Il y avait des trucs tellement abusés du style des femmes qui simulaient des grossesses pour ensuite adopter le gosse. Ah non, mais c'était des trucs... Ah oui, donc pour faire qu'en passer ça comme normal. Parce qu'en fait, ils ont vraiment tout bâti sur le secret, et c'est pour ça que ça a été que 7 ans, mais ça a été aussi terrible. C'est vachement plus insidieux que, mettons un régime totalitaire qui va justement faire passer des lois totalitaires, etc. Au moins, on sait à quoi s'attendre et on sait, on va dire, où se trouve la rébellion. Et comme tu dis, quand c'est le secret, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la terreur. Ça doit être horrible parce que tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Tu peux pas. Et si tu veux certains se protègent un petit peu en niant ce qui se passe, c'est tellement plus facile, quoi. C'est ça. Non, mais c'est affreux. Et dans cette horreur, il y a une chose très très belle qui est née, qui s'appelle l'association des mères et des grand-mères de la place de Mai. Donc qu'est-ce que la place de Mai ? C'est, on va dire, l'équivalent de la place de la République en fait en Argentine. C'est la place, il y a l'équivalent de l'Élysée qui s'appelle la Casa Rosada, qui est au niveau de cette place-là, c'est la place centrale du pouvoir, c'est là où ils manifestent tout le temps. En Argentine, il y a tout le temps des manifs, de toute manière. C'est pire que la France, vraiment, c'est un autre level. Vraiment, vraiment. Et je connais bien les manifs françaises, mais là, c'est pas possible. Donc, cette fameuse place de Mai, en fait, ce symbole de quelconque lutte, a été investi par ces mères qui ont vu leurs enfants disparaître, qui, du coup, ont commencé, en fait, à se rendre compte qu'il y avait d'autres mères qui étaient dans le même cas qu'elles, commencent à se réunir dans des cafés. Donc, par exemple, elle commençait à se réunir, mais de manière illégale. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un café qui était à côté de chez moi, quand je vivais à Buenos Aires, qui s'appelle le Café de las Violetas, où elle allait le dimanche et elle se posait et elle faisait genre qu'elle fêtait un anniversaire. Donc, elle chantait et en fait, elle passait des infos sur leurs enfants et tout. C'était des trucs... Et en fait, elles ont commencé à protester quand elles se sont rendues compte qu'elles étaient pas mal. Donc, vers 77, au bout d'un an à peu près, elles se sont dit, bon, on n'est pas toutes seules. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence à montrer qu'on est là. Donc, pour se reconnaître dans la rue, elles ont commencé à porter un foulard blanc, en fait, au-dessus de la tête. Ça fait penser... il me semble que ça vient, en fait, des langes des bébés qu'on garde. Et donc, du coup, voilà, ce foulard blanc, en fait, symbole, justement, de ces mères et grand-mères. Et elles n'avaient pas le droit de manifester, bien sûr. Voilà, Ça aurait été étonnant. Ça aurait été étonnant. Et donc, du coup, ce qu'elle faisait, c'est que tous les jeudis, et ça a commencé en 77 et ça dure encore aujourd'hui, tous les jeudis à 15h, elles se réunissent et elles s'étaient mises à marcher, en fait, autour de la place. Et donc, en fait, elles faisaient des rondes, comme ça, en discutant. Et que des femmes, en fait. Et moi, je sais que j'ai un énorme respect pour les femmes argentines qui sont plutôt badass, parce que quand même, faut penser que voilà, on a les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les maris qui se font séquestrer, torturer et qui disparaissent. Et elles se foutent devant genre le palais du gouvernement et commencent à parler aux journalistes, quelques journalistes étrangers, et commencent à dire où est mon fils, où est ma fille, je comprends pas. Et suite à ça, en fait, il y a eu les grands-mères
qui en fait se sont dit mais ma fille était enceinte de 5 mois, de 6 mois, de 7 mois, elle a dû accoucher, où est l'enfant en fait. Et donc du coup il y a eu des histoires de apparemment il y aurait des familles proches du pouvoir qui auraient eu un enfant subitement comme ça alors qu'il n'y avait pas de cas de grossesse, et donc du coup elles ont commencé à comprendre ce qui se passait, et là c'est parti dans un début en fait de recherche illégale et de recherche elles se sont mises en mode détective privé où elles s'approchaient des crèches pour essayer de reconnaître en fait. Non mais vraiment c'était des trucs. Mais elles sont impressionnantes parce qu'elles ont réussi, et encore aujourd'hui en fait cette association existe, et c'est un des trucs les plus forts en fait en Argentine. C'est ce symbole en fait de ces petites mamies de la place de Mai et de ces foulards blancs, et de cette association qui grâce au pouvoir de la génétique en fait a permis de retrouver sur les 500 bébés estimés en fait qui ont été volés, ils en ont retrouvé une grosse centaine. Voilà. C'est vachement bien. Et c'est énorme. Et elles exploitent la génétique en fait. Elles sont allées aux États-Unis à la fin de la dictature pour pouvoir demander à une équipe de chercheurs en fait de travailler sur l'indice de grand-parentalité. Je sais même pas si ça se dit. Voilà. Et il y a une équipe qui a relevé des défis et qui a permis de trouver quelque chose qui permettait de certifier à 99,99% le lien familial. Et donc du coup il y a un super documentaire si vous parlez espagnol qui est disponible sur YouTube qui s'appelle l'indice des grand-mères, 99,99% sur YouTube, qui est très très bien. Et bref, voilà. Donc dans cette horreur, il y a des trucs bien qui émergent, il y a ces mouvements en fait, ça a été un peu aussi le début du féminisme en Argentine, de ces femmes assez fortes qui s'opposaient au pouvoir, qui ont été elles aussi parfois torturées, séquestrées. Ouais, elles voilà. ont bravé beaucoup de choses, quoi. Exactement. Au début, le gouvernement était un peu en mode bon, c'est des petites mamies, on fait pas gaffe, c'est pas grave. Mais en fait, ils se sont dit en fait, elles sont un peu dangereuses. Et c'est surtout qu'elles ont eu un rôle assez important dans la chute du pouvoir, parce qu'elles ont fait beaucoup de voyages à l'étranger pour essayer de parler en fait avec des associations à l'étranger, des médias, des choses comme ça. Et en fait, ça a commencé. C'est grâce à elles qu'il y a eu un petit peu un éveil de la scène internationale au niveau des droits de l'homme. Voilà, face à, comme je disais, en fait, un gouvernement qui nie totalement, qui est dans le secret total et qui même nie, mais qui fait des conférences de presse, comme par exemple la conférence de presse de 1979 face à la Commission des droits de l'homme qui était passée interaméricaine, qui était passée dans le pays pour checker quand même ce qui se passait, parce qu'ils avaient pas mal de réclamations. Il y a une vidéo hallucinante de Videla qui dit aux journalistes, en fait, mais je sais pas s'ils sont morts. En fait, ils sont pas morts, ils sont pas vivants, ils ne sont pas. Il dit no están. C'est les enfants de Schrödinger, quoi. Ah non, mais c'est terrible. Et lui, en fait, il s'énerve au micro comme ça, il dit mais c'est pas mon problème en fait, genre c'est pas ils sont pas là, on sait pas d'où je sais pas. Donc il avoue qu'il y a des disparus, mais il dit ils ne sont pas, il nie totalement leur identité, et voilà, c'est ce principe de alors ça c'est la blague un peu douteuse. C'est comme on est plus à ça après, petit vas-y. jingle. C'est comme dans Mission Cléopâtre, le pas de pierre, pas de construction, pas de palais. Pas d'enfant, pas de disparition. Là c'est pas de corps, pas de preuve, pas de délit. Et c'est vraiment ça. Et c'est bien vu. C'était une bien belle image. C'est terrible. Donc voilà, ces histoires d'appropriation, de grossesse simulée, de falsification d'identité, ces histoires sordides, ont duré pendant 7 ans également. Heureusement, le régime a chuté, pas de manière brutale comme à la fin d'une guerre ou au niveau du nazisme, mais progressivement. Videla, il se retire en 81, en fait, il est plus président parce que le système économique est nul et qu'en fait c'était son plan à lui et que du coup il se fait discréditer. Lui succède en fait 3 juntes avec trois autres présidents, mais bon, ils sont un peu moins importants. Et là, on va dire qu'ils commencent un peu à faire des conneries, tous, ces petits militaires, parce que ils voient que l'image en fait se dégrade, même à l'international. Ils ont des petits sursauts, comme par exemple la guerre des Malouines en 82, où ils se disent bon, les gars, il faut absolument qu'on redore l'image. On va aller envahir ces petites îles qui sont tout au sud de l'Argentine, réclamées également par le Chili et qui sont propriétés des Britanniques depuis 1833, pardon. Donc depuis à cette époque plus de 150 ans. Malheureusement, qui est en place en Angleterre à cette époque? Thatcher. Donc c'était un peu le mauvais ennemi, c'est un peu le Dark Vador du game, et donc du coup elle s'est tapé une barre et elle a envoyé tous ces bateaux, et en 2 mois ils les ont eus, donc ça fait plus de 700 morts. Ils ont envoyé des gosses quand même au combat, les Argentins, des gens de 18 ans, il y a eu plus de 1000
blessés, mutilés. Enfin, ça a été une horreur totale, un gros fail. Donc voilà, il y a commence à avoir des soulèvements, ils recommencent en fait à faire des manifestations et tout. Du coup, début 83, ça sent la fin. Ils se disent bon, on va annoncer la transition démocratique parce que c'était quand même censé juste être un régime transitoire. Mais avant ça, quand même, parce qu'ils sont assez malinous jusqu'au bout, ils se disent on va se faire une petite loi d'amnistie. Comme ça, au moins, comme ça, au moins, ça c'est bien pensé, ça. Comme ça, on est tranquille. Voilà, exactement. Et tous les gens qui ont participé, en fait, à ce système illégal, en fait, de répression, de séquestration, de torture, ils vont pas être inquiétés. Et, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils détruisent tous les registres officiels. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, on a les élections de 83, la montée au pouvoir d'un mec qui s'appelle Raúl Alfonsín, qui est, globalement issu d'un des mouvements du péronisme. Lui, il commence à faire un travail en fait sur la mémoire, tout ça. Il enjoint les gens, voilà, à commencer à parler. Il y a les procès de la junte en fait qui ont lieu en 85. Donc on se dit bon, ils commencent à faire tout ce travail-là, ils vont juger les gens, c'est bien. Ils commencent à être condamnés à perpétuité, tous ces fameux militaires. Et en fait, on voit après, pour plein de raisons, au niveau du contexte, il y a encore des gens qui supportent le régime militaire. Ils vont faire passer des lois qui vont amnistier encore une fois en fait toutes ces personnes qui ont participé. Donc il y a la loi du point final en 86, c'est la loi de l'obéissance, du devoir d'obéissance en 87. Et en 89, Videla va juste être assigné à résidence. Donc il est même plus en prison. Donc en fait, il est tranquille. Ça c'est un autre président qui a passé tout ça. Heureusement au début des années 2000, grâce notamment au travail encore une fois de ces petites mamies de la place de Mai, toujours elle, toujours battante, qui conjointement à d'autres organisations pour les droits de l'homme qui sont nées à la fin de la dictature, d'autres organisations aussi internationales en fait, toutes ces personnes-là en fait qui ont lutté, qui ont fait du lobbying en fait toutes ces années pour qu'on finisse par juger ces personnes qui ont fait des crimes atroces, font qu'au début des années 2000, on supprime toutes ces lois, on réouvre tous les dossiers, notamment par exemple le dossier de l'ESMA, cette fameuse, encore une fois, ce fameux centre, cette fameuse école de la marine. Et donc c'est hyper récent parce qu'il y a des procès qui ont été faits en 2003-2004. Il y a encore des procès qui sont en cours. Moi, je suis allée voir un témoignage d'un mec qui parlait pour la première fois de sa vie. Il avait 85 ans de quand il s'était fait séquestrer en fait. Il y a des gens, faut savoir qu'il y a des gens qui ont subi un tel trauma qu'aussi se sont exilés. C'est pour ça encore une fois qu'on peut pas comptabiliser vraiment en fait toutes ces personnes. De victimes, ouais. C'est ça exactement parce que du coup ça marche moins avec la loi du silence que le régime de Pinochet, mais quand même c'est assez fort. Et pour terminer sur une petite note positive. Voilà. On l'attendait. Quand même. Allez, du positif. Après toutes ces news pas très fun. Donc vendredi dernier, donc le 3 août 2018, ils ont retrouvé le petit-fils numéro 128 qui s'appelle Marcos Eduardo Ramos, qui est le fils de la militante Rosario del Carmen Ramos, qui a été séquestré en 76. Et lui, il avait à peu près 5 mois. Et en fait, il l'avaient capturé lui et son frère, son petit frère qui s'appelle Ismaël, qui s'est échappé. Et lui, ils l'ont gardé, ils l'ont placé. Et en fait, c'est son petit frère qui a aidé en fait à ce processus-là parce que du coup, il a déclaré qu'il était avec son frère parce que la mère est morte. Lui, il a réussi à s'échapper et à rejoindre le père et la famille paternelle, on ne sait pas comment. Et grâce au progrès de la génétique, ils ont contacté ce fameux Marcos et ils lui ont proposé de faire un test ADN. Et il a accepté. Et en fait, là, il a pu rencontrer du coup pour la première fois ses frères. Il a 2 frères et sa tante. Et voilà. Putain, c'est ouf. Oui, c'est magique. Parfait. Ouais. Très, très belle fin. C'était poignant. Ouais, poignant. merci de ouf. Un peu lourd, je suis désolée. Pendu à tes lèvres. super intéressant. Tu nous as tenu jusqu'au bout là. C'est bon, Camille, tu peux enlever la corde autour de ton. Faut les vanter. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on a un deuxième sujet glauque aujourd'hui. Ouais, mais en ouais. attendant, Mais oui. je vais faire une petite virgule De l'amour. un peu plus légère. On se fait la bise. Allez. Ah, c'est drôle. Chez nous, c'est l'inverse. Je te fais pas la bise du coup. Un peu de légèreté donc. Ça va être rapide, mais je vais commencer par une question. Chez vous, on fait combien de bises? 2. 2 voire 4. Ah, très intéressant. Et on commence par quel côté? À gauche. À gauche.
J'ai jamais fait gaffe. Bien. Avec la joue droite. Et Ok. dans le sud, Donc à je crois gauche. que c'est dans l'autre sens. Ouais. Ah, c'est bien, on a des petites variations, ça me plaît, c'est là où je voulais en venir justement. On va commencer en fait par un tout petit quiz dont on se fout complètement des points, soyons bien clairs. Dommage. Mais J'ai pas de cocotte à gagner. je vais vous donner un département et vous allez me dire combien de bises et par quel côté. Déjà, La trouver vache. Par la ok, gauche. les départements. On commence par le département de l'Hérault. C'est l'inverse, il commence par la droite. Une bise. Alors, Non. non, 3. c'est et il 3 commence bises, par très la bien, droite. et il commence par la gauche. Ah, il commence par la gauche. Ouais. Alors, on parle de majorité parce qu'en fait, dans tous les départements, il y a quasiment la moitié de la population qui fait 2 bises. Donc, Attends, c'est la, attends, c'est la ça. moyenne globale. Hein. Quand Oui, quand on d'accord. dit on commence par la gauche, c'est par la gauche, la gauche. Dans la gauche, ouais. la joue gauche ou par le côté gauche? Non, c'est le côté gauche, non? Pas quand tu Mais fais qu'est-ce ça. que vous c'est ça qu'est-ce que vous avez pas Ok. compris Tu tends la Vers joue la gauche. Ok, donc c'est bien ce que je dis, on commence Ouais. à droite. Bref. Ok. Oh là Très là là là. Donc dans l'Hérault, 3 bises par la gauche. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Pareil. Non, c'est pas 4. Genre, il me semble qu'il y a une loi, genre en C'est où, mode les plus Une tu descends loi vers le sud. Pareil. Ah, tu fais il y a 2 bises. ouais. C'est plus compliqué C'est que vrai. ça. Je sais pas. Non, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est 2 bises et on commence par la gauche ou la droite. Donc les Oh. Pyrénées-Atlantiques, Ah. c'est là où on s'en bat les couilles. En fait, finalement. D'accord. Tu te mets des coups de boule, ça. Oui, ça nous est tous déjà arrivé, je pense. En Vendée, 3. Vendée 2. eh ben la Vendée, c'est 4. Oh putain. Ah là là. Ça, Et c'est on ceux qui commence font chier, ça. par la droite. Chez nous, c'est 4. Dans, Ouais, le, c'est exactement dans le ça. Pas-de-Calais. Une. Non. Pas-de-Calais, Sur la c'est- bouche. C'est en haut, ça, le Pas-de-Calais. Oui, c'est tout en haut. Trois. Bah, 2. Eh ben non, c'est 4. Quatre. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est Encore 4. une fois, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu la première fois, et je parle des auditeurs, partout on en fait 2, et il y a une bonne moitié de la population qui Ah en oui, fait 4. Donc faut pas qu'on réponde 2. Voilà, parce que 2 c'est un peu une base partout, sauf Voilà. à des endroits où on fait vraiment que 2. Dans le Pas-de-Calais, ça va être 2 ou 4, et on commence par la droite. Dans l'Aveyron, Une. Bah, je vais faire comme la mer Noire, hein. Je vais tenter une jusqu'au eh ben bout. non. Dans l'Aveyron, c'est 3, et on commence par la droite. À Paris, 2. 2. 2. Et Non, on se serre la main à on Paris. commence par... Le majeur. La gauche. Bah, Bah la joue gauche. Eh ben, normalement, on commence par la droite à Paris. Moi, je sais qu'à chaque fois, Enfin, la j'ai l'air joue con, je commence par la gauche, et je me suis déjà pris des vents à plusieurs reprises. bah non. Bah, Bah si. désolé. En Meurthe-et-Moselle, On fait Bah, 3. c'est- on, c'est chez toi, on est ça. sur Oui, 2. c'est chez moi, mais j'en sais rien. Moi, je leur dis pas bonjour. C'est 2 bises par la droite. Alors t'es fier de tes racines, mais tu parles Deux pas aux bises gens, par à la ton droite. peuple. Et dans le Finistère, Ah si, ils sont relous. 3 ou 4. On ils est sont pas relous, ils en font directement, je beaucoup. pense. eh ben, Cinq. finalement, non. C'est une, justement. Ah ouais, et c'est le seul putain. endroit en France où on fait une Eux, ils bise ont par tout la compris. droite. Je l'ai raté. Et d'ailleurs, pour info, à Brest, il y a un groupement qui a été lancé qui s'appelle le groupement de réhabilitation de l'usage de la bise unique ou le grubub Mais il le faut. Moi, je Faut suis rien à grububiste. faire. pour faire une seule bise. Ah, mais check, oui, ça c'est la suffit, base. quoi. Ouais, serrons-nous les mains. Non, juste un check, comme ça tu transmets même pas les germes. Enfin, peu. Ouais, Tu les écrases. Avec des gants. c'est ça. Bah en Argentine, ils font une bise. Ah, En bah, c'est Belgique très bien. aussi. On parlera de l'international, Oui, mais justement. ils se font enlever leur enfant. Donc bon, Donc je sais pas ce il qu'il y a pas de quoi se la péter. C'est vrai que. En effet, en France, on est quand même une exception en matière de bise parce que c'est très très répandu par rapport à d'autres pays. En plus, il y a plein de nombres différents, c'est extrêmement relou. Mais puis on choque. Enfin, moi, je me rappelle les fois où j'ai eu des correspondantes anglaises ou tchèques ou quoi, elles sont. Elles sont choquées. Ouais, elles sont super Oui, choquées quand on fait complètement. la bise à tout le monde. Et on fait surtout, ce qui est étonnant, c'est que les femmes vont se faire la bise, les hommes vont faire la bise aux femmes, les femmes vont faire la bise aux hommes, et aussi les serrent hommes. la main. Alors, dans certains cas, ouais. et dans certains cas de proximité, les hommes vont se faire la bise. Faut savoir que c'était pas le cas avant la période de mai 68. En fait, ça c'est la bise s'est beaucoup démocratisée après 68. Avant, ça l'était beaucoup moins. C'est-à-dire que si on parle à des personnes plus âgées, faire la bise à un homme, à moins que ce soit vraiment la famille ou qu'il soit corse ou vraiment dans un endroit où on a, Non mais c'est ça. on va dire une attirance, enfin une attirance, Pardon, c'est pas le bon une mot, attirance. mais Qu'il soit corse. qu'on soit très proche et de notre que famille. tu sois corse. Non, parce qu'il y a une question de proximité avec la famille Ouais. où on va avoir la bise plus facile que dans certains cas. Et mais c'est devenu plus ouvert à partir de 68. Mais de quand ça date la bise? Oh, Finalement. Oh, c'est vieux. Les Oh là pharaons. là, c'est vieux. Vieux comment? Moi je dis les pharaons. Alors les Si vous avez la pharaons, on n'a bise. pas trouvé de traces particulières de la bise. Non, mais déjà au roi mage, ça existait. Bah. Au roi mage, au Moyen-Âge. Au roi mage, oui. C'était quoi ça? Bah, dans la Bible, Bon, allez, dans la Bible, on parle de la bise. Oui. Parce que je vous rappelle qu'il y a une phrase qui est Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils Mais de oui, l'homme. exact. Judas. Donc là, on parle clairement de la bise. Une hein. fois qu'on a entendu le même documentaire.
Je crois que j'ai La Bible. Oui. Non, mais C'est pas un documentaire. Non, mais il me semble avoir entendu ça il y a pas, Sur pas Netflix. longtemps. Et justement, cette référence de la Bible. Ah, du coup, je l'ai pas vu, mais Ah, je serais bah. curieux d'avoir la référence pour nos auditeurs. Ah bah je l'ai oublié. Eh ben, c'est parfait. Merci pour ton L'information intervention, connard. Non, je crois que c'était la radio. Très bien. Voilà. Il y a trop d'amour. Potentiellement France Inter. En revanche, on a des traces dans la Rome antique, avec un nom Ah, mais qu'on oui, a- c'est ce qu'on romantique appelait de se faire- l'oscule. Alors l'oscule, c'était une spécificité, c'était le baiser amical. On appelait ça l'oscule. Il y avait un autre nom pour le... Ça fait pas très amical. On est au-delà de l'amitié là. On s'embrasse ou on s'oscule? Non, non, c'est... Pardon. Et la bise, c'est aussi quelque chose qui est combattu, notamment par le féminisme. Alors non pas la bise en soi, pas l'acte en soi de faire la bise. Mais le fait de Oui, c'est que décerner la les bise filles aux font- femmes. ouais. Voilà Et la la position position sociale de la qu'est la main. bise. Alors c'est assez difficile de savoir d'où ça vient spécifiquement, mais d'après les traces qu'on a, il y a une théorie qui veut que, donc on a parlé de l'oscule pour les Romains, un truc qui s'appelait Lius Osculi et qui viendrait du fait qu'au temps de Romulus, les femmes n'avaient pas le droit de boire ce qu'on appelait du vin fort, parce qu'il y avait du vin doux et du vin fort, en gros. Ah, et donc on leur faisait la bise pour vérifier qu'elles avaient pas bu. Exactement, Ah, le Oh putain. purée, quelle arnaque. le patriarche de la maison faisait C'est la bise, donc l'oscule, Lius Osculi, généralement une jeune femme de la famille, pour vérifier qu'elle n'avait pas bu du vin fort. Et ça en dit long sur le côté paternaliste et la raison pour laquelle les féministes peuvent C'est combattre. Pourquoi on fait pas Merde. ça aujourd'hui pour les tests d'alcoolémie? Genre C'est tu le fais pas. qui vient de taper la Gendarmerie nationale, je vais devoir vous faire une bise. Venez ici tout de suite. N'empêche que tu te rends souvent compte en faisant la bise à quelqu'un s'il a bu de l'alcool Ouais, ou pas. grave. Donc, Je vais faire un test les complémentaire. Romains, les ouvrez la Romains bouche. tenaient un truc. Et donc oui, on peut comprendre pourquoi les féministes combattent Ouais. Ah bah oui. ce fait-là. Donc non pas d'avoir la bise ça a rien de mal, mais qu'au lieu d'être délimité par un genre, ce soit plutôt une question de proximité sentimentale. On va dire qu'une Ouais, ça- personne qu'on connaît très peu, on lui serrera la main, une personne qu'on connaît beaucoup, on lui fera la bise et que ce soit pour tout le monde pareil, homme ou femme. Et on parlait donc de la bise ailleurs dans le monde. On fait la bise aux Pays-Bas. Tu disais en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, tu nous parlais de l'Argentine, donc c'est pas non plus une exception Voilà, française. La République démocratique du Congo, on se cogne le front, mais pas le front genre en mode frontal, Ouais. on se Non, cogne les- les coins les du tempes. front. Au Burkina Et Faso ouais, aussi, ils font ça. absolument. C'est hyper impressionnant. En Arabie, c'est pareil, sauf que tu commences une à gauche et 4 à droite. Quoi? Et je sais jamais si c'est 4, 3 Oui, ou non, c'est- j'ai déjà vu au Maroc et je C'est- comprends pas. C'est du beatbox. Et du coup, bah, toi, tu tends la tête, t'attends qu'il finisse. Non, Titre. Non, mais, oh putain. Voilà. Non, mais au Maroc, j'ai vu par contre avec la bise, et j'ai jamais compris vraiment. Pas, il se frappe pas la tête, mais genre des fois, t'as quelqu'un qui fait 4 bises d'affilée, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, la bise, L'attaque. le toucher de front est assez répandu aussi. Bon, il y a aussi le bisou esquimau avec le nez. Il y a Oui. plein de petites C'est trop variantes. mignon. Et comme quoi, on en fait tout un flanc en France, mais en fait, il y en a des variantes un petit peu partout. C'est juste que chez nous, comme tout, comme on est très concentré en matière de territoire, c'est très compliqué dans toutes Oui. les régions, etc. Et donc, pour finir, je voulais préciser qu'en Serbie, on fait un nombre impair de bises, obligatoirement. Ah ouais? C'est 1 ou 3. Pourquoi? Ouais, pourquoi? 5. Pourquoi? Parce que Ou neuf. quand on fait un nombre pair de bises, eh ben, c'est réservé à certains événements, comme par exemple un enterrement. En fait, c'est un symbole funeste d'avoir un nombre pair de bises. C'est parce qu'on salue quelque chose de grave ou de funeste. Qui a décidé ça? C'est quoi Les Serbes. Non, mais c'est un coup à faire un impair de ouf, quoi. Genre, t'arrives, je sais pas, t'as invité dans un truc diplomatique et tout, tu lui fais 2 bises. T'as tout le monde qui se regarde en mode. C'est Oh, ça. qui a Bah fait non, mais ça Qui est mort. Troisième Guerre mondiale. Et voilà, c'est à peu près tout sur la bise. J'avais Ah, juste d'ailleurs, envie de vous faire un petit J'avais trait pas fait dessus. gaffe, mais la blague, faire un impair, pair, impair. Oh là là, mais Ouais. décidément, Eh, chef. il y a peut-être absolument aucun lien. C'est tout pour moi, merci. C'était parfait. Ouais. C'était court. Très instructif. Mais c'est super. C'était bien. parfait. Ça fait du bien. Non, c'est très très cool, j'aime beaucoup ce format. Ouais, moi aussi. Non, je parlais de Juan. Oui. Est-ce qu'on retomberait pas un petit peu dans la dépression? Allez, Allez. Si, je crois là. vous êtes prêts? Non, on n'est pas prêt. Tant pis. On n'est pas prêt du tout. C'est parti. Les titres de l'actualité. 6 morts, plus de 3000 personnes intoxiquées dans le métro de Tokyo. A frightening development this morning. A chemical weapon was released inside a crowded subway system in Tokyo. オウム真理教をめぐる一連の捜査、今重大な局面を迎えています。 Attention, le sujet à venir est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Alors, si vous avez moins de 16 ans, si vous êtes porteur d'un pacemaker, ou tout simplement si vous êtes un gros batou fragile, veuillez vous éloigner. Merci. Très bien. Oh là là. Merci, Kevin. réussi à faire. Toutes nos excuses pour les bateaux fragiles.
Bref, allez, on attaque. Tokyo. On est le 20 mars 1995 en pleine heure de pointe. Là-bas, il y a 8,7 millions d'usagers tous les jours. À Paris, on est 4,13 millions qui le prennent tous les jours. C'est même pas la moitié. Ce jour-là, le Japon va connaître la pire attaque sur son sol depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les responsables appartiennent à la secte Aum. Non. Je refuse. Les responsables appartiennent à la secte Aum Shinrikyo. C'est un groupe de religieux complètement fou qui pensaient vraiment que l'apocalypse allait arriver en 1999, donc c'est bien précis, et avec en option la petite fin du monde qui va bien, quoi. Mais souvent, c'est compatible. Bah oui. Apocalypse et fin du monde, souvent, ça se suit. C'est ça. Aum Shinrikyo se traduit littéralement par vérité suprême. C'est une secte qui est née dans les années 80 et c'est un groupe spirituel qui mélange les croyances hindoues et bouddhistes. Donc vous me direz jusque-là, tout va bien. Ouais, c'est plutôt cool sur le principe. Voilà, RAS. Mais avec le temps, ils incorporent à leurs idéologies des éléments d'apocalypse de prophétie chrétienne. On dirait un gâteau, quoi. Incorporer des éléments d'apocalypse chrétienne. Sans briser la histoire. Ça a fait des grumeaux. Le fondateur de cette secte s'appelle Shizuo Matsumoto, a.k.a. Shoko Asahara. C'est un grand monsieur qui ressemble beaucoup à Hagrid d'Harry Potter. Sauf de chocolat. Ah bon? Shoko Asahara. Ah, très bien. Donc il ressemble à Hagrid, mais il a des yeux bridés, des cheveux plus lisses et il est à moitié aveugle. C'est si on voulait un peu avoir le physique de cette belle personne. Il déclare aussi qu'il est le premier à être illuminé depuis Bouddha et qu'il a le corps du Christ. Bah dans le plus grand des calmes. Tu vas te détendre, Michel. Son CV n'est pas fini. Il prétend aussi savoir léviter et pouvoir lire dans nos pensées. La vache. C'est cool, hein? Et là, je trouve ça super bon. En 1989, la secte qu'on appelle souvent juste Aum, elle est soutenue par le Dalai Lama en personne. Oh non. Sauf que après il va le regretter. Quelle déception dans ta voix, Léa. C'était un gentil, mais en fait, lui, ça a été grâce à ça, le Japon a reconnu cette secte comme ils leur ont donné un statut d'organisation religieuse. Parce que avec le temps, le Dalai Lama va le regretter et je peux le comprendre parce qu'à la base, ce groupe-là, c'était juste des gens qui sont regroupés pour faire un atelier yoga, quoi. C'était ça à la base. Puis c'est après que c'est parti en couille. Asahara, il a vu sa secte. Ils commencèrent par un podcast. Asahara, il a vu sa secte grandir de plus en plus grâce à ses interventions dans des universités et grâce à ses différents livres. Il a écrit Initiation suprême ou Au-delà de la vie et de la mort ou bien Vos premiers pas vers la vérité, les lois de l'univers. Ok. Tout Très un profond. programme. C'est ça. Le groupe atteint des dizaines de milliers de personnes au Japon, enfin d'adhérents au Japon, et plus de 35 000 à travers tout le monde. Waouh. Ça commence déjà pas mal. Ouais, et la plupart, ils étaient en Russie. Le droit d'accès à cette secte est payant, bien évidemment. Oui. Comme beaucoup. Et ça coûte super cher. Tu payes pour assister à des rituels. Certains impliquent les cheveux d'Asahara. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas voulu chercher, surtout là, il y en a même qui sont... oui, il y en a un qui implique l'eau de bain d'Asahara. Ah, j'ai pas voulu savoir plus, je trouvais ça déjà assez dégueulasse, mais il y a un autre truc dégueulasse qui m'a intrigué, c'est un ancien adhérent qui avait avoué, j'ai vu ça dans un reportage, avoir payé plus de 7 000 € pour les rognures d'ongles d'Asahara. Pour une initiation du sang, où il a dû boire du sang, qui soi-disant appartenait à Asahara lui-même. Alors que c'était sûrement un canard. canard. C'est ça, le mec a tué une chèvre en fait. Ouais, bien sûr. Son jardin. Et... Bien sûr. De la grenadine. Ça n'a pas la même texture. Tout ça n'a pas le même goût. Aussi. En Franche-Comté, vous en buvez du sang, qu'est-ce qui se passe? Ça tient chaud l'hiver. Tout ça, là, ça contredit un peu l'idéologie d'Aum qui est anti-matérialiste. En gros, ce qu'il disait avant, c'était donnez-moi tout votre argent, je le garde précieusement avec moi, et comme ça, vous ne serez pas embrigadé dans ce monde pollué par le matérialisme. D'accord. Ah, c'est Vishnu. Classique. Avec les inconnus. Peut-être. Oui. Ah oui, Vishnu, oui. Vishnu. Ah oui, on a compris ta blague. Si, vous regarderez. Bref, le groupe considère que le gouvernement est corrompu et voué à l'échec. Ils doivent donc tous mourir. Ah, là on parle. Voilà, ça commence. Et bien évidemment, seuls les adeptes de la secte survivraient à ce combat entre le bien et le mal. Oh la vache. Ouais. Ils ont aucun scrupule. Tuer quelqu'un n'est pas grave. Un peu comme en Argentine, tu disais tout à l'heure, Asahara veut exécuter et kidnapper toute personne qui s'oppose à son groupe. Et il va jusqu'à justifier, bon c'est pas la même chose qu'en Argentine, mais il va justifier ses crimes avec le concept de POA. C'est le fait, en gros, le fait d'assassiner quelqu'un est légitime si la victime allait faire quelque chose qui attirait un mauvais karma.
Donc en gros, tu peux tuer qui tu veux. C'est Powa. POA. Peut-être que Videla, il faisait partie de la secte. On sait Ah, pas. peut-être. Mais ceci dit, le mec ambitieux, quoi. Ils étaient quelques dizaines de milliers. On va buter tout le monde, ok? Ouais, bah, c'est ça. Enfin, on vous prend tous. Ouais. Viser la lune. Attirez pas le mauvais karma pour nous, quoi. Cette secte, elle est vraiment oufissime pendant des séances de yoga. Non, mais là, pareil, faut choisir le champ lexical. Non, franchement. Elle est oufissime. Elle est top. Pendant des séances de yoga, les fidèles. Ça, tout le monde, c'est David Lafarge Pokémon. Écoutez-moi. Les fidèles vivaient des expériences paranormales. Ils voyaient des lumières divines. Ils sentaient une énergie monter en eux. Y a pas un rapport avec ton sujet sur le cannabis, du coup? Ouais, c'est presque. Parce qu'en fait, à Sahara, il les défonçait à coups de LSD et d'amphétamine pour leur faire croire qu'ils avaient des pouvoirs spirituels. Et puis avec une petite frontale, hop, il y a des fantômes. C'est ça. C'est un peu ça. Et en plus de ça, il les faisait subir une manipulation mentale. Il les faisait dormir moins. Il les épuisait en leur donnant beaucoup de choses à faire. Et puis on en parlait dans le dernier épisode, je crois, ou celui d'avant, je sais plus. Tu sais, les casques avec, il y a sur ton sujet, les casques avec les impulsions électriques pour les refaire. Ah oui, pardon. Oui. Oui. Voilà. J'ai eu peur. C'est bon. Je me suis dit, je me suis trompé de transhumaniste, podcast. effectivement. C'est ça. Donc non, c'était toi. Ouais, mais c'est très bien. C'est ça. Tu as suivi. Ouais, mais c'était mon sujet. Hein. Donc ouais, il leur faisait des impulsions électriques pour un peu leur le brainwash, quoi. Voilà, c'est ça. Pour pas qu'ils réfléchissent beaucoup. Asara, il est idolâtré. Il a eu un anime avec lui comme héros. Mais ils ont aussi ton objectif dans la vie, quoi. Non, mais pour les auditeurs et auditrices qui se pas forcément un anime, ça va être un manga en un manga animé, quoi. Okuto no Aum. Non, mais en gros, c'est un dessin, une série de dessins animés. C'est ça. Et puis il y a même des chansons qui sont composées pour lui. Je vais vous faire écouter une petite partie. La bise et la lune. J'ai eu cette chanson coincée dans la tête pendant 2 semaines. Et je tiens à remercier Cyrielle qui m'a aidé à traduire quelques paroles. On va entendre le mot Sanchi répété plusieurs fois, qui veut dire maître gourou. Sympa, hein? Donc en gros, maître gourou. On dirait du Henri Dess, ouais. Et puis après ils enchaînent avec des phrases bien kitsch du genre nous avons besoin de la force du gourou, nous protégeons le Japon. Et tout ça, ma vidéo, elle est servie avec une danse ultra kitschissime. Sinon, là, tu juges. C'est tellement coréen du Nord. Il manque juste un peu d'accordéon dans Corée du Nord. C'est pas faux. Je sens du jugement. Bon, allez. On revient donc à cette journée du 20 mars 1995. Ah bah oui, s'il te plaît. À Tokyo. Il est 7h46 et des millions de Japonais se dirigent vers le centre de la plus grande métropole du monde. Parmi les millions d'usagers, 5 hommes fondent dans la masse. Ils portent tous un sac à dos et à la main un parapluie avec le bout en métal pointu et aiguisé. Dans leur sac à dos, des boules en papier journal. Ils sont chacun dans un métro différent. Ils prévoient tous les 5 de passer à l'acte à 8 heures pétantes. Tous sont très éduqués et intelligents, ce qui va rendre leur action encore plus incompréhensible. Le premier s'appelle Kemichi Hirose. Il a 30 ans. Il a un master en physique et c'est un membre important de l'équipe chimiste de la secte. Le deuxième s'appelle Masato Yokohama. Il a 31 ans. Il a un diplôme en physique lui aussi. On a aussi Ikuo Hayashi, 48 ans. C'est le plus vieux de l'équipe. C'est un cardiologue en retraite. Il porte un masque, ce qui est très commun dans les métros asiatiques, et ça le permet aussi de garder l'anonymat. Le quatrième s'appelle Yasuo Hayashi. Il a 37 ans. Il a un diplôme d'intelligence artificielle et il est le seul à avoir 3 boules de papier de journal, alors que tous les autres n'en ont que 2. Et enfin, on a Toru Toyoda. C'est le plus jeune des 5. Il a 27 ans. Il a un master en physique appliquée. Il a participé à la fabrication de ce qu'il y a dans ces fameuses boules en papier journal. Il s'agit du gaz sarin, un gaz invisible et très mortel. C'est 26 fois plus mortel que le cyanure. À la base, c'était un insecticide qui a été développé en Allemagne, puis les nazis en font une arme, mais ça n'a jamais été utilisé. Il est mortel par inhalation ou par contact avec la peau. Le gaz rentre dans l'organisme, voyage dans le sang, jusqu'au cerveau et au système nerveux, et c'est là où il agit. Il bloque les récepteurs d'acétylcholine, il fait travailler tous les nerfs en sur-régime, et provoque une augmentation des sécrétions, salive, larmes, urine et diarrhée. S'ensuit une paralysie musculatoire avec une dose importante. En quelques minutes, ton cœur s'arrête.
Kamichi Hirose avait dit aux enquêteurs un peu plus tard qu'il avait douté jusqu'à la dernière minute. À un moment, il est sorti du métro, mais il s'était dit, et je cite, « Le faire n'est qu'un salut pour eux. Salut, c'est la définition religieuse. C'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation. » Asahara lui avait expliqué que les sentiments humains sont les résultats de voir les choses de la mauvaise manière. Il est donc rentré dans le métro. 7h57. Plus que quelques minutes. Yasuo Hayashi prend les boules de sarin de son sac et les pose à ses pieds. Lui, il ne craint rien. Il ne fait qu'obéir les ordres du gourou. Masato Yokohama est aussi déter que Yasuo. Comme les autres, il veut supprimer ce qu'ils appellent les données corrompues de leurs esprits et les remplacer par les données pures. Ces données soi-disant pures leur dit quand même de tuer des milliers de personnes dans le métro Tokyo 8. Le docteur Hayashi a fait partie des gens qui, pendant les initiations dites du Christ, servaient des potions magiques à base d'LSD. Il n'a donc pas de remords en suivant les ordres d'Asahara. Le trajet des terroristes est étudié pour faire un maximum de dégâts. Tous les 5 sont dans 3 lignes différentes et elles se croisent toutes à l'arrêt Kasumigaseki. C'est pas loin de la préfecture de police de Tokyo et au centre du gouvernement japonais. Il est prévu que le sarin soit lâché quelques arrêts plus tôt et le laisser faire son boulot pendant un minimum de 7 minutes. Il est 8h pile. Il est temps d'obéir à Asahara. Malgré ses doutes, Kamichi Hirose se lance pour lâcher le gaz de sarin. Pris par la panique, il fait tomber une boule. Les gens le remarquent, mais personne ne doute de quoi que ce soit, et personne n'intervient donc. Quand le métro s'arrête, Hirose réussit à percer les 2 blocs de journal avec son parapluie et sort du métro. Yasuo Hayashi panique à son tour, mais se dit qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il se lance, mais ne perce que 2 des 3 boules de sarin. Toru Toyoda n'hésite pas une seule seconde et perce les 2 boules. Masato Yokohama, lui, arrive à percer qu'une seule boule. C'est la personne qui causera le moins de dégâts de cette attaque. Le docteur Hayashi est le dernier à passer à l'acte. Il commence enfin à se poser des questions. Il avait ensuite dit à la police « Quand j'ai vu autour de moi toutes ces personnes présentes, ça m'avait choqué. Je suis médecin. J'ai passé ma vie à sauver des gens. Et si je lâche le gaz maintenant, beaucoup de personnes risquent de mourir. Si je le fais là maintenant, cette dame en face de moi va mourir, c'est sûr. Je me suis posé plein de questions, mais je ne pouvais pas désobéir aux ordres. Ce sont les visions du maître illuminé. Il procède donc par percer une seule des boules et sort. C'est une attaque silencieuse. Le centre de contrôle de la police et la police n'ont aucune idée qu'ils sont en train de subir une attaque terroriste. Les 5 trains continuent leur chemin vers Kasumigaseki. Les terroristes s'étaient donné rendez-vous à l'extérieur, où 5 voitures les attendaient avec un chauffeur, direction le temple d'Ao. Bien sûr, aucun des 5 ne veulent mourir. Ils avaient tous une bouteille d'eau pour rincer la pointe, pour éviter les effets du gaz. Et ils avaient aussi un vaccin d'antidote, au cas où ils étaient contaminés. Kanichi Hirose tremble. Il ressent les premiers symptômes. Il a été contaminé. Il est le seul à utiliser l'antidote. Sur la ligne de Masato, les dégâts sont minimes. Il n'a percé qu'une seule boule et n'a fait qu'un petit trou. Et le gaz s'échappe difficilement. A l'inverse, sur la ligne de Toru Toyoda, le sarin s'évapore à grande vitesse. Quelques arrêts après s'être enfui, les passagers subissent les effets du gaz. Normalement, le sarin n'a pas d'odeur, mais les chimistes d'Aum ne l'ont pas assez purifié. Certains sentent une odeur de moutarde, d'autres de pneus brûlés. Lorsque le métro arrive sur le quai, certains passagers s'évanouissent. D'autres font des crises d'épilepsie, d'autres n'arrivent plus à respirer. Au bout de 13 minutes, le sarin ne cesse de se propager dans la rame, mais aussi sur les quais. Personne ne comprend ce qui se passe. Une personne s'était évanouie devant les boules de gaz. Il n'y survivra pas. La plupart des passagers sortent à l'extérieur pour prendre l'air, mais c'est trop tard. Le sarin circule déjà dans le sang. Le métro prend énormément de retard. 7 minutes. Ouais, 7 minutes. Je vous rappelle que le 17 novembre dernier, la compagnie ferroviaire japonaise s'était excusée de l'énorme gêne parce que le train était parti avec 20 secondes d'avance. Ah bah on a des choses à apprendre. Ouais. Enfin bref, on pouvait entendre un message qui passait sur les haut-parleurs. Ce train va prendre sa route vers Kasumigaseki. Merci de prendre n'importe quelle voiture, sauf la première. Alors que le métro continue à prendre des passagers, sans le savoir, les agents du métro ont laissé le gaz se propager dans toutes les voitures. Tout le monde est contaminé.
Un des agents avait essayé de nettoyer le papier journal contaminé, mais il meurt peu de temps après ça. C'est la joie. C'est un bel effort. Hein. Ouais. Tout le métro se sent mal et comme prévu, le train ne prend plus de voyageurs et reste stationné à Kosumigasaki, où le gaz se propage dans toute la station. Il est 8h26, ça fait donc 26 minutes que tout part en couille. La police est enfin prévenue. Sur un des trains, un agent a pu manipuler une des boules de sarin avec précaution et l'a mise de côté, parce qu'il trouvait ça suspect. Et encore une fois, ce train est autorisé à continuer son chemin. Les ambulances et les hôpitaux se retrouvent très vite débordés. Il est 8h30. Dans le 5e train, là où Yasuo Hayashi a percé 2 des 3 boules, mais avec le plus de trous possible, les dégâts sont lourds. Un des passagers avait tiré sur la gâchette d'alarme. 8 personnes sont retrouvées inconscientes et plusieurs trentaines d'autres personnes ont été gravement contaminées. Les autorités pensent que c'est une fuite de gaz normale, entre guillemets, et donc ils ont évacué la station entière. Ce n'est qu'à 8h46, donc 46 minutes après l'attaque, que le Japon commence à réaliser qu'il se passe quelque chose de grave. Et à 10h30, un médecin militaire découvre enfin que c'est du sarin. À 13h30, l'armée envoie une centaine de soldats équipés avec les combinaisons adéquates dans le métro. Le bilan de l'attaque reste quand même moins pire que ce qu'elle aurait pu se passer. Il y a eu que, encore une fois, entre guillemets, 13 morts, mais quand même plus de 6300 blessés. Ah, quand tu dis blessés. Énorme. Contaminés, où il y a eu des séquelles derrière, okay. C'est grave. En fait, il faut se dire que si Aum avait bien distillé leur gaz, le nombre de morts aurait pu dépasser les milliers de personnes. Ok. Oh la vache. Parce que personne n'aurait remarqué quoi que ce soit et... Il n'y aurait pas eu d'odeur ou ce genre de choses, ouais. Et encore aujourd'hui, certains survivants portent encore des séquelles. Il y a la perte de vue, paraplégie, dysfonctionnement du cerveau, perte de mémoire, état de stress post-traumatique. C'est hallucinant. C'est pas une arme chimique pour rien, quoi. Avec cette attaque, Asahara espérait que la Corée du Nord ou les États-Unis soient mis en cause pour provoquer cette putain de 3e guerre mondiale qu'ils attendaient et que cette fin du monde puisse enfin commencer. Mais que dalle, 2 jours après, 2,5 forces de l'ordre ont été mobilisées. Il y a des images qui sont super impressionnantes, qu'on peut trouver ça sur YouTube, qui sont impressionnantes tout simplement. Très parce bien. Que tu vois on les partagera. Ouais, et puis tu vois tout le monde les mouvements de foule, les policiers qui attaquent, qui marchent vers des... en gros, il y a eu des raids menés dans 25 sites contrôlés par Aum à travers tout le Japon, et plusieurs personnes ont été arrêtées avec des des documents, des équipements de laboratoire ont été perquisitionnés. Ils ont trouvé un stock de produits chimiques, dont 70 tonnes de gaz sarin. Putain de Dieu! C'est pas le pire, c'est qu'ils ont trouvé un hélicoptère qui pouvait contenir 70 tonnes. Et apparemment, ils prévoyaient de jeter du gaz sarin à travers tout Tokyo depuis cet hélicoptère. Vous imaginez 70 tonnes jetées par... Enfin, là, déjà, avec 3 boules de papier, il y avait du dégât, alors 70 tonnes, putain. Ouais. Mais enfin bon, le 16 mai, Asahara est emprisonné. Il y a une petite archive du JT qu'on va écouter tout de suite. Soulagement général au Japon après l'arrestation du fameux gourou de la secte Vérité Suprême d'Aum, Philippe Rochaud. 80 000 policiers mobilisés, 2 unités de l'armée spécialisées dans la guerre chimique. Il a fallu tout cela pour arrêter ce matin le gourou de la secte Aum Vérité Suprême. Les policiers ont dû découper la porte à la scie électrique. L'homme se cachait dans une pièce secrète. Il était dans cette tenue, en méditation, et n'a pas opposé de résistance. Comment un aveugle comme moi, a-t-il dit, aurait-il pu commettre les crimes dont vous m'accusez? J'adore son excuse. Quel tocard. Je la trouve, mais top. Moi, j'ai rien vu. Donc ça, c'était le 16 mai. Et entre mai et juin, Aum a essayé de refaire la même chose à 4 reprises différentes, mais sans succès. Sauf que 2 de leurs tentatives a été avec du Zyklon B. Donc je pense pas besoin de vous préciser où est-ce qu'on a trouvé ça. Ouais, mais au cas où, demandez à Jean-Marie Le Pen. Il vous dirait que c'était un détail de l'humanité. Colonel Neneuil. En 2013, donc c'était assez récent, après un procès de 8 ans, Asahara et 4 des 5 terroristes ont été condamnés à mort. Donc 4 sur 5. Le 5e, c'était le docteur. C'est lui qui a échappé. D'accord. Puisqu'il avait donné des infos précieuses pour pouvoir emprisonner Asahara. Lui, il a été condamné à la prison à vie. Ok. C'est déjà ça. Oui. Au calme. Et puis, les autres, ils ont été exécutés le 6 et le 26 juillet dernier.
Oh putain, Ouais, c'est récent de ça. Ouais, ouf. bah oui, c'est ça qui m'a donné. J'ai entendu ça aux infos et puis je me suis dit, ah tiens. si C'est je vous qui déprimais Qu'est-ce qu'ils ont tous fait pour 2 semaines. C'est qui ce gros malade aveugle Non, mais qui oui, fait oui. du yoga C'est exactement ça. Il faut savoir aussi que c'était pas leur première tentative d'acte de bioterrorisme. Donc je vais finir avec ça, avec une touche de beauté. En 90, ils ont équipé 3 véhicules de toxines botuliques pour les verser dans Tokyo, dans une base navale américaine et à l'aéroport international de Narita. Ça a été un échec. En 94, une autre attaque au gaz sarin à Matsumoto contre un juge qui voulait arrêter Asahara. Et 8 morts et plus de 500 blessés. Et en 95, ma préférée. Toujours ce problème de champ lexical. Ah oui, je trouve ça super Ça, c'est drôle. ma préf, ça, c'est- Je trouve ça drôle parce que ça a échoué, Dieu merci. Alors qu'ils menaient une action humanitaire au Zaïre, ils ont tenté de ramener le virus Ebola. Dans l'avion, tranquille. Ah oui, voilà. Je trouve ça drôle, je trouve ça... Ils ont de l'ambition, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Là, pour ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Déjà, à 30 000, ils se sont dit, on vous prend tous. Niveau ambition, C'est ça. on peut pas leur retirer ça. C'est Attends, ça. Le mec, il est aveugle, il a monté tout ça de ses mains. Mais à moitié aveugle. C'est vrai. Ah bah, Rappelons-le. un peu comme Neneuil, hein, du coup. Mais bon. C'est ça. Aujourd'hui, la secte est toujours active, sauf qu'ils ont changé de nom. Elle s'appelle Aleph. Elle s'appelle GDF Suez. Là, comme la première lettre de l'alphabet. Ça, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Je sais pas pourquoi, mais cette fois, enfin. C'est à la mode de tout mettre sur le dos des Arabes. Ils se sont dit, C'est vrai. on va faire comme tout le monde, on va dire que c'est de leur faute. Ils ont changé de nom, mais ils ont aussi renoncé au principe du POA. Donc c'est déjà pas mal. Ah. Le fait de tuer quelqu'un pour le mauvais terme. Ça peut m'intéresser du coup. Donc en fait, ils font juste du yoga, quoi. C'est à peu près ça, sauf qu'en 2016, au Monténégro, ils ont arrêté 58 étrangers, ils les ont expulsés parce qu'ils sont suspectés d'avoir encore des liens avec Aum Shinrikyo. Ah. Donc là, ça fait un peu peur. Il y avait 4 Japonais, 43 Russes, 7 Biélorusses, 3 Ukrainiens et un Ouzbek. Retrouvez-les tous les mercredis à 18h au jardin du Palais Royal. Putain, ouf. Voilà. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et je vais juste finir aussi avec une petite recommandation d'une série qui est sur Netflix. Faites pas de yoga. Non, une petite série qui est sur Netflix qui s'appelle Wild Wild Country, Ouais, grave. qui parle d'un gourou qui s'appelle Bhagwan Sri Rajneesh, qui a créé une secte. C'est terrible comme nom. Ouais, je vais pas te demander de les player. Bhagwan, B-A-G-W-A-N, exactement. et C'est Rajneesh, génial. A-R-A-J-N-E-E-S-H. Ok, ça va. Ils ont créé carrément une ville qui s'appelle Rajneeshpuram. Et ça part en couille. Et franchement, excusez-moi, je vous le recommande à 5000%. Ok. Cool. C'est... Bah, ton sujet défonçait, putain. Grave. Absolument. Je vous remercie. Il y a des moments qui étaient un peu angoisse, je te le cache pas. Ah. Genre avec les battements de cœur. J'étais concentré sur mes notes, je vous ai pas vu. Non, c'était top. On était absorbés. Putain, c'était Bon, bah, épisode c'est cool. défonce. Enfin, il y a Heureusement que Lorraine n'était pas là. Oui. On mettra un petit disclaimer. Non, vraiment trop ouf. Bien joué. Merci beaucoup. Trop bien. Est-ce qu'on passerait pas à un sujet un peu plus light? Ce Bah, surprise. on verra, subject. ce sera la Ce surprise. serait fort bien. Allez, c'est parti. Trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Donc tu vas nous parler du calme. Environ 50 000 ans avant notre ère, une troupe de chasseurs-cueilleurs parcourait l'Europe en quête d'une région fertile et prospère. Ils étaient au désespoir de ne pas trouver une terre parfaite jusqu'au jour où ils découvrirent un charmant plateau. Je te hais. Bordé de majestueuses falaises. L'air y était pur, les oiseaux y gazouillaient et la nourriture était abondante. Cette terre avait un goût de jardin d'Éden. Pontarlier était né. Ben tiens. Ah putain de Dieu. Et oui, vous en rêviez, vous l'attendiez, le voici enfin le sujet où je vous parle de la terre promise, la ville de Pontarlier. Ah. Je vois la joie qui brille dans vos regards. Pontarlier, charmante ville d'histoire franc-comtoise, surnommée Pontus par les gens du coin. Voilà. Alors, Je sens Ça que me c'est fait plein une putain de d'anecdotes. belles jambes. Si j'en avais 2, je me taillerais un short. alors Pontarlier, bon, les origines de Pontarlier sont assez sombres, je ne vous le cache pas. Comme la motivation On trouve, de leurs habitants, pourquoi est-ce qu'ils restent là-bas? Voilà, on trouve peu de choses. Visiblement, c'est une ville qui a été fondée par les Burgondes, donc Ça, visiblement. il n'y a pas énormément de sources. Je suis pas sûre, mais...
Mais donc, les Burgondes, ce sont c'est un peuple, en fait, qui est l'ancêtre des Bourguignons. Et les Burgondes se sont un petit peu mis sur la gueule avec les Sécanes. Visiblement, les Burgondes l'ont un petit peu emporté et ont réussi à garder la ville de Pontarlier comme acquis. Donc, soyons francs, c'était une région qui était plutôt pauvre, haute en altitude, vachement difficile d'accès, avec des températures qui font un petit peu ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'on est sur des hivers qui descendent à moins 30 et des étés qui montent au-delà de 35. Putain, la carte d'accueil. Dans un truc pareil. Au passage, je suis pas tout à fait sûr. Est-ce qu'on a précisé où c'était Pontarlier? Alors, Pontarlier, c'est en Franche-Comté. Voilà, parce que j'étais pas sûr qu'on l'ait dit. Mais non, mais c'est une blague. D'où l'engouement de Camille. Voilà, je dirais même dans le Haut-Doubs. Tu qu'il a une amplitude de 60, quoi. Oui, absolument. C'est un truc de taré. Et j'y ai grandi et je suis en pleine forme. Enfin, j'ai pas grandi tout à fait là, j'ai grandi pire, mais t'es vivante, quoi. Enfin, mais voilà, je m'en sens bien. Donc la cité, en fait, rapidement, elle est divisée en deux bourgs. Donc ça vient probablement du fait que les Sécanes et les Burgondes voulaient un petit peu se la diviser. Donc il y avait un bourg qui était nommé Pontarlier et l'autre qui était nommé Morieux, mais aujourd'hui on s'en fout parce que ça s'appelle Pontarlier, en fait. Voilà. Donc du coup, ça valait le coup de le préciser. Exactement. J'ai pris les infos que j'ai trouvées. Et donc c'est au Moyen-Âge, vraiment, que la ville prend tout son sens. Comme tout, en fait. La ville passe sous la tutelle de la famille de Joux, qui est la famille vraiment qui règne sur la ville. Donc, j'ai plein d'anecdotes qu'on raconte. Génial. Avec la musique derrière et la famille de Joux, j'ai l'impression d'entendre Stéphane Bern, quoi. C'est un enfer. Bienvenue, la famille de Joux. Bienvenue. Donc, j'aimerais vous raconter la plus célèbre, qui parle de l'histoire de Berthe de Joux. Donc, Amaury de Joux. C'est Stéphane Bern qu'on nous a rendu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Amaury III de Joux est parti pour les croisades en Terre Sainte en 1179. Voilà. Et à cette époque-là, il vient d'épouser Berthe, qui a 37 ans de moins que lui, donc qui est une jeune femme. Et puis elle est enceinte. Voilà. Et elle est enceinte d'un enfant qui s'appelle Henri. Et puis Amaury III de Joux, il part en croisade, mais il ne revient point au château de Joux. Oh non, mais comment a-t-il fait? C'est terrible. Et donc Berthe, elle s'inquiète, elle se dit mince, mon conjoint est mort, Messire ne reviendra point. Et là, un soir, faut imaginer un soir de pluie, on est en Franche-Comté, Aimé de Montfaucon, un beau seigneur du coin qui habite pas très loin donc, vient faire toc-toc au pont-levis du château et elle tombe dans ses bras, exactement. Et elle tombe dans ses bras, enfin un truc de fou, et il s'encanaille. Est-ce que je peux soulever un point technique? Oui, je t'en prie. C'est con de faire toc-toc au pont-levis du château. Alors non, première raison, c'est que... Tu peux pas. Ouais, déjà c'est pas possible parce que sinon t'es dans l'eau en fait. Parce que si le pont-levis est pas baissé, t'es dans le vide. Ouais. Et deuxièmement, s'il t'ouvre quand t'as toqué, il te tombe sur la gueule. Elle se prend le pont sur la gueule. Mais peut-être il a lancé des cailloux. Mais peut-être qu'Aimé de Montfaucon avait un très grand bras. Voilà. Toujours est-il que... C'était un très petit pont-levis. Ça, je veux bien, peut-être, ça, je veux bien voilà. te l'accorder. Donc toujours est-il que il s'encanaille et qu'un beau matin, je vous le mets dans le mille, Amaury III de Joux rentre de croisade. Et là, il découvre Berthe et Aimé au plumard. Alors il est un petit peu colère, Amaury III, ce qui fait qu'il va auxire Aimé de Montfaucon et il va le pendre sur une colline qui s'appelle aujourd'hui la colline de Montfaucon et qui se trouve en face du château de Joux. Et donc mon père aimait à me raconter que son corps fut dévoré par les corbeaux pendant qu'il était pendu. Et il était pendu. Qu'arriva-t-il à Berthe? Eh bien Berthe, ce fut pire étant donné qu'elle a été enfermée dans une toute petite cellule, pour ne pas dire un frigidaire quasiment, où elle ne pouvait tenir qu'à genoux, qui se visite encore aujourd'hui au château de Joux. Et il y avait une petite meurtrière qui lui permettait de voir le corps de son amant en train de se faire becqueter par les corbeaux. Ah, j'ai plus la gerbe que pour un Swedish. Ce qui n'était pas voulu. Une bien belle histoire, mais je vous rassure, à la mort d'Amaury de Joux, eh bien le fils Henri eut pitié de sa mère, libéra Berthe de Joux et l'envoya se repentir de ses péchés au couvent. On parlait de quoi déjà? De Pontarlier. Voilà. Alors j'ai plein d'anecdotes comme ça sur la famille de Joux. Je peux également vous parler d'un autre Amaury de Joux, Amaury II de Joux, le père du précédent, qui lui avait 3 filles. Donc il y a une énorme... Et un fils. Non, 3 oui, un fils forcément. Mais qui avait également 3 filles avec une originalité dans les prénoms incroyable, étant donné que c'était Berthe, Hermance et Louise. On appelait donc B de Joux. B2, exactement. Et donc ces 3 filles, elles étaient super mignonnes, elles étaient super coquettes, mais du coup elles étaient vachement jagasses. Voilà. Ça n'a aucun sens.
Sagesse qui est dans le champ lexical de la Franche-Comté. Oui, absolument. C'est un sujet historique ou c'est Et une donc- nouvelle que t'as écrite? Je ne sais même pas ce qui se passe. Parce que elles étaient belles sur les gravures, mon Dieu. Ce sont les légendes de Joux. Merde. Les hommes se pâmaient sur leur chemin. Et donc, elle séduisait tous les seigneurs venant qui venaient leur demander leur main. Et un jour, le père en a eu un petit peu marre parce qu'elle séduisait, mais elle n'épousait pas. Et le père s'est dit, non, il faut quand même que mes filles entrent en épousailles afin qu'elles procréent et qu'elles soient de bonnes épouses. Donc, il a décidé d'organiser un tournoi. Il a dit, les 3 vainqueurs du tournoi épouseront mes trois filles. Encore un gros moment du féminisme. Celui qui est la plus grosse, il peut choper ma fille. Sauf que les 3 vainqueurs du tournoi étaient, alors j'ai plus leur nom et vraiment j'en suis bien déçue parce qu'ils avaient des noms incroyables, genre Hugues Pied Palmé, enfin des conneries comme ça. Et en plus d'être très moches, ils étaient très cruels. Donc les 3 sœurs étaient bien tristes. Tu as complètement inventé cette histoire. Non, je vous garantis que non. Toi, t'as découvert le Gorafi récemment. Non. Je sais que t'étais pas là quand il y avait Sébastien, mais il faut qu'on parle. Hein. 20 le jour des épousailles. Et donc les trois mariés paraissent sous un voile comme il est de coutume. Et après la noce, de quoi qu'on se rend compte, que c'est pas les 3 mariés sous le voile, que c'est les 3 servantes. Arnaque. Alors les 3 maris un peu furax courent après leurs zouzes, montent après leurs chevaux comme ça et galopent à travers les terres de Franche-Comté. Alors là vous la voyez pas mais ils galopent sur son avec l'ordi qui manque de se casser la gueule sur les genoux. Et là ils retrouvent les 3 sœurs qui avaient pris la fuite en direction de la Suisse, qui était déjà neutre en de grâce 1200 et des patates forcément. Et à pied du coup donc c'est. Et donc ils ont voulu les rattraper et puis les saisir pour les frapper et là elles se sont changées en statues de pierre, encore visibles aujourd'hui si vous faites de la randonnée dans la région. Ok donc c'est bien. Fun fact, ça n'est jamais arrivé. Et puis surtout, attends, elles sont parties de Pontarlier, elles sont allées direction la Suisse. Tu sais que c'est pas possible de partir d'une ville vers... Enfin, il y a tout le reste du monde en fait à l'est. Alors, des anecdotes, il y en a plein. Il y a également celle de... non, mec, c'est juste qu'après, on n'en sortira jamais. Mais du coup, il y a Amaury III de Joux, donc l'époux de Berthe. Lui, donc, comme sa femme était dans un cachot, il faisait des grandes cavalcades à travers la forêt, comme ça. Parce que, C'était de l'exercice, quoi. Oui, voilà, pour s'occuper. Et un jour, on raconte que il a eu une histoire. En fait, la herse du château était mal accrochée, a coupé son cheval en 2. Il ne s'en est pas rendu compte. Et qu'est-ce que c'est que cette... Mais non, ce n'est pas possible. Regarde comment c'est fait un cheval, ça a 4 pattes. Et c'est des kilomètres plus loin, qu'il a fait voir son cheval. Mais c'est les légendes de mon terroir. Regarde, alors ça se voit pas en audio, mais ton terroir est nul à chier. Je te fais un schéma, ça se voit pas en audio, mais je te montre Camille, regarde. Mon index c'est la tête et les autres c'est les pattes, les autres doigts c'est les pattes du cheval. Tu coupes la moitié du cheval. Le cheval, il marche que sur 2 pattes. C'était un cheval endurant. Et il saute. C'était un cheval comtois. Donc, Amaury, il a fait boire, c'était une jument pur sang arabe en plus. Ah, donc il restait la tête. Oui, et donc Amaury, il va faire boire son cheval, et là, il voit qu'il manque tout le train arrière de la bête. Et on raconte qu'encore aujourd'hui, vers cette source qui existe encore, et qui est pas loin des 3 rochers, d'ailleurs. Qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Eh bien, il y a un fantôme de demi-cheval qui dit dans la... Du coup, il y a que le cul du cheval. Non, la tête. Non, la tête, parce qu'il a plus avec. Sinon, se serait rendu compte surtout. Genre, putain, mais en fait, il est plus. Donc voilà, je pense que des légendes, je vais pas vous en faire des millions, mais j'en avais encore 3 sous le coude. Non, mais on les enverra une autre fois. Il est que 3h du matin. je vous les ferai une autre fois, mais vraiment, si ça vous intéresse, chers auditeurs, n'hésitez pas, je me ferai une joie. On créera un podcast exprès. Je pense qu'on peut faire un épisode, une histoire. Voilà. Ah, mais oui. Voilà. Allez, une petite anecdote de quelques secondes de nos terroirs. Et bah ça, je suis d'accord, j'achète. Voilà. Allez, c'est vendu. Banco, on vend la caravane. C'est vendu. Donc, alors voilà, en gros, pour ce qui est du Moyen-Âge, arrive ensuite le XVIe siècle où c'était pas fini. Oh, mais pas du tout. Non, là, ça va être très court. Mais nos voisins espagnols viennent nous envahir. Donc alors. Ça va, c'est pas raciste, c'est bon. Du flamenco pour les Espagnols. Voilà. Ça se fait par l'intermédiaire d'un obscur mariage. La Franche-Comté devient espagnole, et donc ce furent presque 2 siècles de paella à la cocoyote, de tortilla au comté et de tapas à base de saucisses de morceaux. C'est quoi ces trucs ultra racistes-phobes, quoi? Puis Louis XIV, à l'issue de son mariage, récupère la Franche-Comté et la rattache à la France de façon définitive
en 1678, c'est-à-dire qu'avant 1678, la Franche-Comté a été tout sauf française. Elle est passée dans les mains de tout un tas de pays. Je crois que j'ai eu un AVC dès que t'as dit paye là, et mon cerveau a fait un blocage, je n'ai aucune idée de ce que t'as raconté. Mais je savais que c'était que des sujets lourds et je voulais un peu détendre l'atmosphère. Non, mais... Alors, Pontarlier, non, il y a quand même un point notable et important. Le Pontarlier. Exactement, le fameux Pontarlier à Nice, ça, il fallait qu'on en parle. Donc en fait, Pontarlier, au XVIIIe siècle, c'était la capitale de l'absinthe. Je ne le savais pas du tout, mais c'était la ville la plus productrice au monde de cette liqueur. Donc l'absinthe de Pontarlier, elle est créée en 1805 par la maison de Pernod, et à l'époque, dans l'absinthe, il y a 73 degrés d'alcool, donc c'est pas mal, ça tient bien au corps. Hein. Et Napoléon, qui était de passage dans la région avec ses troupes, serait aussi à l'origine de ce truc. Napoléon est absolument partout. Voilà, c'est complètement dingue. On commence à voir nos basiques. Napoléon, donc, la Franche-Comté, le Moyen-Âge. Exactement. Donc l'absinthe franc-comtoise, et je pense que c'est l'absinthe de base, c'est fait à base d'absinthe pure, du coup, d'anis et de fenouil. Voilà. Et ça se développe vachement bien dans la région et ensuite à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Parce que au début du 19e siècle, il y a une crise des vignes, une maladie dont j'ai pas retenu le nom, qui fait qu'il y a une hausse du prix du vin qui est vraiment incommensurable. Et donc du coup, on se console un petit peu avec l'absinthe. Et en 1901, petite anecdote rigolote, il y a une distillerie en fait qui va prendre feu à Pontarlier parmi les nombreuses distilleries qu'il y avait à Pontarlier à cette époque-là. Et donc vous imaginez ce que ça donne un incendie dans une distillerie, ça sent pas bon. Pas bon, et il y a un ouvrier un petit peu finot quand même qui s'est dit tiens, je vais ouvrir les vannes d'alcool, on va évacuer tout l'alcool de l'usine. Et il a tout évacué dans la rivière. Et là, les gens se sont dit, mais c'est absolument génial. Et la rivière a été alcoolisée pendant une semaine. Elle a bien fait. Première génération de franc-comtois. Hop là. Surtout que si t'as pas d'eau, parce que la rivière c'était source d'eau potable. Oui. Donc, alors, pendant une semaine, ils avaient que de l'eau à l'absinthe. De lave à l'absinthe. Ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'ils ont découvert la source de la rivière en remontant, et ça, c'est vraiment un fait avéré, en remontant la rivière pour boire l'alcool. Ils ont remonté la rivière. Avec leur demi-cheval, avec leur verre. Et là, ils ont découvert en 1901 la source de la Loue. Enfin, je trouve ça absolument incroyable. Et donc ça, c'est un fait la avéré. rivière, c'est la Loue. Voilà. Pareil, avéré, Non, mais il faut savoir qu'à Pontarlier. Avéré trouve Satanas, ouais. À Pontarlier, en 1906, il y a quand même 111 bistrots, ce qui fait un bistrot pour 26 habitants. Je trouve que c'est quand même. Ah, bah ça, on n'est pas les trois. Assez ouf. Ah, bah non, en comptant les enfants ou pas? Oui, en comptant tout le monde. Ouais, on n'est vraiment pas les trois. C'est clairement cool. Et en 1915, boum, crise économique, parce que la France décide d'interdire la production et la commercialisation d'absinthe, parce qu'on raconte que ça rendait fou. En même temps, 73 degrés d'alcool, et effectivement, t'es pas mal. Et aveugle. Et donc, en 1921, on a la maison Armangui, qu'on salue, qui existe encore toujours, qui se dit, c'est pas grave, on va... Salut Armangui. On va trouver un petit subterfuge et on va créer le Pontarlier à Nice. Exactement, le Pontarlier à Nice, qui lui ne tient que 45% d'alcool. Alors c'est pas suffisant pour passer l'hiver, mais on fait avec ce qu'on a. C'est pas mon petit déj. Et donc en fait c'est une forme d'absinthe diluée. En fait c'est de l'anis dilué et de l'absinthe très diluée. Mais je vous rassure, étant donné que la vraie absinthe est consommable en France depuis les années 2000. Voilà. Ouais, ça a changé, mais c'est pas de la vraie absinthe, justement. Non, c'est une absinthe qui est beaucoup plus distillée, enfin, qui est beaucoup plus réduite en degrés d'alcool. On n'arrivera plus à quelque chose à 73 degrés. Qui est moins létal. Et il y a eu un jeu de mots au début, ça devait pas être bon, quoi. Bah, en fait, c'est que la raison pour laquelle ça a été interdit, il me semble, c'est qu'il y a vraiment une substance qui était littéralement toxique, en fait. Et elle a été interdite des nouvelles versions. Et c'est pour ça qu'au début, il y a un petit jeu de mots. On appelait ça absinthe. Au lieu de absinthe, il y a eu une marque qui s'appelait Absinthe parce que la substance était absente. Voilà. La fois que je m'étais toujours posé la question, je crois que c'était genre une autre manière de prononcer le truc ou machin. Intéressant. Voilà. Et donc, pour finir, en 1939, nos chers voisins allemands décident d'investir les rues de cette charmante bourgade et de mener une forme de tourisme prolongé. Oh là là là. Sur une idée originale d'Hicham, c'est l'avouer. C'est que ces choix musicaux. Donc, on est proche. On n'arrivera pas à finir cet épisode. Donc, on est proche de la frontière suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez l'entendre avec cet accent un peu raclant, cet échange musical. Et donc, Pontarlier en fait devient vraiment la plaque tournante de la résistance en France, étant donné que mais merde, je dis des choses intéressantes, putain. Étant donné que on est très très proche de la frontière suisse et qu'on est sur un terrain, je vous le rappelle, très accidenté.
Donc c'était facile de faire passer des familles de juifs la nuit sans se faire prendre par les Allemands ou par les soldats qui connaissaient mal le terrain. Donc c'était vraiment la zone où si vous étiez de Paris, de Vichy ou de n'importe quelle ville de France et que vous vouliez fuir vers la Suisse, il y avait de très grandes chances qu'on vous fasse passer par la charmante ville de Pontarlier. Et pour finir sur la Seconde Guerre mondiale, c'est à Pontarlier que Maurice Papon a été arrêté. Ah, voilà. Enfin une bonne nouvelle. Voilà. Donc le mec il s'est quand même dit pour me planquer je vais aller à Pontarlier. Enfin je trouve ça quand même fabuleux. Il y a personne là-bas. Le type il avait voilà. Donc aujourd'hui c'est des événements incroyables. C'est le festival de la paille. C'est le concours international de tarot. Et puis international. Ouais absolument. Je suis chaud. Et bim. La fête voilà. du caillou. C'est la ville de naissance d'Edgar Faure. Enfin c'est du beau. C'est du 1000 mètres d'altitude. C'est de la luge d'été. C'est que du bonheur. Voilà. Venez à Pontarlier. Moins 30 degrés, plus 30 degrés. Eh bien, c'était, j'allais dire parfait. Non, je sens que j'exagère. Non, ça peut être encore plus parfait. C'est qu'on finisse cet épisode avec une petite chanson franc-comtoise. Oh putain. And the Concoyote. Pendant que tu dis au revoir. Non, mais du coup, c'est un piège, ça. Non, dis au revoir déjà. Ok, je vais dire au revoir. Sinon, tu n'y arriveras pas à dire au revoir, en fait. C'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Il est vrai. Grave. Merci Léa. C'était tellement merci cool. Beaucoup. J'espère que t'as passé un bon moment. Merci à vous, c'était bien. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu as, je sais pas, un blog, un Twitter, quelque chose? Du tout. Si nos auditeurs ont apprécié ton intervention, ils ne peuvent pas donc suivre tes aventures. Tant pis pour eux. Non, mais par contre, on peut se retrouver pour boire du maté dans le parc, si vous voulez. J'ai fait des très bons empanadas aussi, voilà. Très bien. Ils passeront par nous et puis on verra comment on te transmettra leur message. Mais en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Ton sujet était très très chouette et vous toutes et tous aussi parce qu'il était vraiment trop ouf. C'était trop bien. Toi aussi, Elias. Très content. Mention pour Hicham. Ouais. Cool. Jean-Michel Carrément. Bravo, chouchou. Si ça marche, j'en refais un troisième. J'ai encore transpiré très fort. Et sinon, voilà, pour finir, on remercie les auditeurs, les auditrices pour vos gentils messages. Comme toujours, on le dit, vos 5 étoiles parce que ça nous permet de recevoir votre amour et d'être vus. Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Elias, même si ce sera quelques jours en retard. Yeah, c'est dans 2 jours, 3 jours, je sais plus combien. 3 jours. Je vais voir la date. Oui. C'est dans 3 jours. Et puis voilà, on vous embrasse très fort et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Parce qu'encore une fois, on ne prend pas de vacances. Mais on devrait. Ouais, non, on tient toute la fin de l'été. Et puis, on va tenir jusqu'en décembre, si tout va bien. bien. Certainement. On va essayer. Et sur ce, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Et qui fait cette putain de chanson? Ah, c'est con. Wesh grand, ça va bien? Oh bah ma foi, ça va? Ça va bien. Bienvenue dans le 2-5 man, spécial dédicace à la chaude fond, Pierre Fontaine les barons, groupe de poudre et source du lison. À tous les francs comptoirs, ouvrez grand vos oreilles, chat en direct de bonne voix vers l'oreille. Pour une spéciale freestyle au bord du Doubs. C'est très grand. Qu'est-ce que c'est que on veut l'artiste. Mais c'est quoi? Ça c'est du franc contre premier choix. On y va. Roule tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Debout sur le zinc. Roule tout doux dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Bienvenue dans la cité du comté et du vin blanc. Ici tout le monde a droit de citer dans le vivier des bons vivants. Que tu viennes du Jura ou du territoire de Belfort, gloire à celui qui percera les secrets de la saucisse de Tomor. Oh non. Tout le monde debout sur le zinc. Debout sur le zinc. Roule tout doux dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Lève ton verre et trinque. Mais tu sais d'où on vient nous? Du 2-5. Où ça? Du 2-5. Ouais, on Il est sait. bouché ou bien? Je vous parlais Don Quichotte car le fromage est l'avenir. Pour faire une bonne concoyote, il faut du méthon qui déchire. Mettons que tu la loupes, mettons que ce soit de la soupe. Mais c'est pas vrai. Te faire pardonner, débouche un petit chardonnay. Roule tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Debout sur le zinc.